Bonsoir. Merci d'être venu. Désolé pour l'attente, pour l'organisation du début. Déjà, on est très content de vous accueillir ce soir. C'est le premier meet-up qu'on fait avec 42, qui est une école avec qui me tient à cœur. Donc, moi, je travaille pour Groupe Agora. Donc, forcément, du coup, Groupe Agora, une SS2I avec casquette cabinet de recrutement, qui a près de 20 ans d'existence, enfin 30 ans maintenant. On recrute régulièrement, donc forcément, si on vient, on a toujours des arrière-pensées. Maintenant, le but, c'est surtout de nouer des relations de confiance. Il y a beaucoup de gens avec qui on travaille depuis pas mal de temps, et ça nous fait plaisir de les accueillir et de les remercier de travailler avec nous. Donc, depuis le temps qu'on existe, on a lancé pas mal de choses, on s'est agrandi, on a créé des agences, et surtout depuis 2 ans, on a lancé une thématique qui est rencontrer autrement, qui nous amène ici ce soir, c'est-à-dire organiser des autres manières de rencontrer les gens à travers l'organisation de meet-up, d'apéro recrutement, de partenariats avec les écoles. On travaille sur tout type de métier, le développement, le web, l'infra, enfin des choses classiques. Ce qu'on essaye, c'est surtout de travailler dans la durée avec des clients, connaissant bien les manières de fonctionner et trouver des gens en adéquation avec. C'est ce qui nous amène ce soir, le rencontrer autrement. Donc ce soir, c'est le premier meet-up qu'on fait avec 42. Avant, on en a organisé l'année dernière sur des thématiques comme Splunk, comme Docker, l'afterwork recrutement, qui est des choses pour rencontrer les gens, et surtout le partenariat 42, où on est venu à la rencontre des étudiants au printemps, on va dire, pour leur expliquer un peu les pièges qui les attendent, comment sortir en entretien, et comment avoir les meilleures armes pour trouver les meilleurs postes pour la suite. Voici une petite liste des différentes sociétés avec lesquelles on travaille. Et surtout, à la fin du meet-up, on vous aurait plein de bières, de pizzas, mais on vous mettra quelques offres si jamais vous avez envie de nous rencontrer et d'en savoir plus. Merci, je rends la parole à Yann. Et je suis content de le faire avec Yann, j'en profite. C'est quelqu'un avec qui... Bonsoir à tous. Déjà, un grand merci à tous d'être venus. C'est très sympa de tous vous voir. La salle est comble. On n'y croyait pas. C'est vraiment très, très chouette. D'autant plus que ce soir, c'est le Beaujolais nouveau. Je propose peut-être qu'on ferme les portes des fois que ça entende quelques-uns. Donc effectivement, c'est moi qui vais intervenir ce soir. Et donc je vais vous présenter. On va parler ensemble d'un petit sujet. Pas que, qui va se décomposer en 3 concepts. Et ce sujet, en fait, il va permettre d'évoquer un petit peu de façon globale comment est-ce qu'on peut accélérer en fait les déploiements. Alors vous me direz, surtout quand vous voyez ces icônes, les déploiements, il y a plusieurs déploiements. Les développeurs me diront, moi je veux accélérer mes déploiements applicatifs. Les sysadmins vont me dire, moi j'aimerais bien avoir des infrastructures plus rapides. Et puis d'autres, au niveau de l'ingénierie notamment, se dire qu'on souhaite quelque part arriver à accélérer des déploiements de chaînes applicatives. On va voir tout ça ce soir. Donc je vais essayer de pas aller trop vite. Le but dans la première partie, ça va vraiment être de vous présenter les 3 concepts clés. On va essayer de faire ça de façon un peu vivante. Je vais être amené à vous poser peut-être des questions, savoir aussi par rapport à vous, à votre expérience, ce que vous avez entendu, ce que ça vous évoque. Et on va essayer de faire tout ça ensemble pendant 1 heure, ensemble. Alors c'est parti. Bon, déjà, j'espère que vous avez reconnu quand même les icônes qui sont présentées. Parce que si vous ne les avez pas reconnus, ça commence mal. il va falloir tout expliquer. Alors je le disais, on a du coup 3 concepts. Ces 3 concepts, en fait, ils vont être assez simples. On reprend vraiment l'idée d'accélération des déploiements du coup de A à Z. Le premier, ça va être l'infrastructure, et on va se concentrer sur la technologie d'infrastructure as code au travers, et je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout intéressé par quelques compagnies que ce soit, donc je ne vais pas toucher de royalties de la part ou Terraform ou d'Amazon. Voilà, c'est juste des technologies qui ont été choisies parce qu'elles me paraissent aujourd'hui cohérentes, elles s'imbriquent plutôt bien, et elles sont plutôt simples aussi à mettre en œuvre. L'infrastructure as code, du coup, donc dans un premier temps. La deuxième partie, on va s'intéresser au configuration management avec un produit qui s'appelle Ansible. Je pense que dans l'actualité, notamment des derniers jours, vous n'avez pas dû le louper. C'est un produit qui est assez connu, qui permet de faire des choses assez hallucinantes. Nous, on va le réduire uniquement sur la partie vraiment configuration, gestion des configurations, et voir justement comment, à partir d'une infrastructure, tout simplement, on peut déployer une plateforme. Cette plateforme, quelle est-elle ? On va s'intéresser justement à une plateforme d'orchestration de conteneurs, et pour ça, on va utiliser la technologie du coup Docker Entreprise. Comme je vous le disais, on va déjà commencer un petit peu à s'interroger. Et donc évidemment, oui, je ne l'ai pas précisé, mais sur AWS, du coup Amazon Web Services. Donc évidemment, on va commencer à présenter un petit peu ces différents concepts. Alors le premier, je pense qu'Amazon Web Services, il n'y a pas besoin de le présenter, je pense que tout le monde à peu près y a déjà touché ou sait ce que c'est. On va se faire quand même une petite piqûre de rappel, bien entendu. C'est un cloud public, du coup, AWS. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il couvre énormément de régions,
beaucoup de zones de disponibilité, ce qui permet vraiment d'être au plus proche finalement des besoins informatiques, des besoins de couverture à une échelle mondiale. Ce qu'on sait beaucoup moins par contre, c'est que ça existe depuis 2006. Ça existe depuis 2006, je ne l'ai pas précisé, mais les 2 premiers services en fait étaient vraiment l'équivalent des services SaaS qu'on connaît aujourd'hui. C'était des services de messagerie et de queuing. Et en fait, il y a une explication très très simple à ça, c'est que tout simplement, ces services sont nés à la base d'Amazon, des besoins de livraison justement Amazon. On aura l'occasion tout à l'heure, justement, je vous donnerai quelques anecdotes, mais c'est vraiment né, Amazon a créé AWS par rapport à son delivery, et puis ensuite a décidé, pour des questions évidentes de rentabilité, de le vendre, et on est tous clients. Là-dessus, justement, c'est un autre modèle. Je pense que ça vous a tous, on a tous été confrontés à ça, notamment dans les directions informatiques. On n'est plus du tout sur un paiement où on provisionne, on est vraiment sur du paiement à la demande, et ça permet notamment, ça a permis l'explosion de start-up, puisque on paye ce qu'on consomme, et du coup, ça permet aussi de payer à la mesure finalement de sa croissance. Là-dessus, ça a séduit aujourd'hui 1 million de clients. Et du coup, c'est une entreprise qui est quand même assez importante, qui connaît 40% de croissance par an et qui a pas loin en 2018, là, ils sont sur un exercice qui n'est pas totalement terminé, où ils sont à 20 milliards de dollars. Ça fait des sous. La couverture, justement, on retrouve un petit peu les zones sur cette map. Alors, au niveau du code couleur, tout ce que vous trouvez en jaune-orange, en fait, ce sont tout simplement les chiffres vont indiquer les zones de disponibilité. On va y revenir un petit peu plus tard sur ce concept de zone de disponibilité, parce que justement, on est aussi là pour, à un moment donné, évoquer des concepts, mais dans une logique d'entreprise, et donc vraiment finalement de bonnes pratiques. Donc on va retrouver l'intégralité de nos zones de disponibilité autour du monde. Et puis les petites zones sans chiffres, tout simplement c'est les zones qui ne sont pas encore arrivées, qui vont voir le jour d'ici probablement Q1, Q2 2019. Et qui vont arriver très vite. On le voit bien, l'enjeu vraiment c'est de couvrir des zones qui étaient jusque-là pas du tout occupées. Donc ça va être assez nouveau et assez inédit. On va arriver au deuxième concept. Si je vous dis du coup l'infra as code. Pareil, j'imagine que c'est un sujet, vous avez forcément, si vous avez fait de l'infrastructure, entendu parler. Et du coup, un petit peu, on va dire, déjà d'explication. Qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment la façon de pouvoir gérer des ressources d'infrastructure, mais également la capacité de pouvoir les déployer. On n'est pas dans du code pour le code, on reste sur de la notion d'infrastructure et vraiment un process de delivery. Ça va permettre justement d'accompagner ça. Au niveau historique, ça c'est quelque chose pour ma part que j'ai découvert aussi quand je m'y suis intéressé. C'est pas quelque chose du tout de récent, comme on pourrait le croire aussi notamment d'Amazon. C'est né justement après que Amazon Web Services ait lancé son service EC2, qui est le service d'instanciation, de compute, et que Ruby on Rails, donc 1.0, soit lancé. Donc on était vraiment déjà dans une logique de consommation vraiment importante de ressources de compute, et justement, les outils d'infra as code sont venus vraiment souligner cette démarche et apporter finalement aux sysadmins ou aux ingénieurs la technologie justement adéquate pour pouvoir déployer très très vite. Là-dessus, donc évidemment, si on automatise les déploiements, ça veut dire que ça se fait bien évidemment à la place des process manuels. On verra par la suite que ça permet non seulement de gagner du temps, après ça permet aussi de passer au travers de certaines difficultés. Il y en a d'autres, on va y venir aussi. Tout n'est pas rose. Il n'y a pas de magie. Quelque chose qui est très important, par contre, à savoir, c'est que très souvent, quand on parle d'infra as code, on a toujours l'impression, quelque part, on confond le terme infra as code avec l'infrastructure as a service. L'infra as code supporte l'infrastructure as a service. En revanche, ça ne fait pas que ça, en fait. L'infrastructure as code va permettre de pouvoir déployer tout un tas de choses qui ne sont pas que des ressources de compute. Et on va pouvoir aller bien au-delà et piloter par exemple des plateformes ou carrément des services et même utiliser des modules qui vont permettre de pouvoir appeler tout un tas d'autres applications. Là-dessus, donc ça permet évidemment, on reprend un petit peu l'idée du premier point, si on doit décider finalement ces infrastructures avec un outil d'infrastructure as code, ça permet évidemment d'apporter une modélisation. Et une fois qu'on a modélisé cette infrastructure, ça permet bien entendu d'avoir vraiment un apport très important sur la capacité à standardiser justement les besoins d'infrastructure.
Évidemment, c'est ce qui va permettre, en plus de déployer très très vite, de pouvoir scaler les infrastructures, c'est-à-dire vraiment pouvoir les décupler. Et c'est pas seulement les faire augmenter en nombre, le scaling consiste aussi finalement sur des besoins assez classiques aujourd'hui d'entreprise. Le scaling, c'est aussi déployer très rapidement une infrastructure en Amérique du Nord parce que l'application que je crée aujourd'hui a besoin d'une infrastructure en Amérique du Nord. Et ça permet de le faire tout aussi vite, qu'on soit basé en Europe, qu'on soit basé sur les marchés EMEA ou qu'on soit aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment un duo justement d'atouts qui est très 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 important au niveau de l'infra as code, si finalement ce ne sont pas les deux majeurs atouts de cette technologie. Là-dessus, on le disait, si à un moment donné on est amené à modéliser, à standardiser, ça permet bien évidemment de réduire aussi le facteur humain. On n'est plus à jouer avec des machines à la main, on n'est plus à délivrer de la machine à la main, on est justement sur une conception code. Alors évidemment, le code, on va dire, ça peut se tromper. Non, le code ne se trompe pas, c'est l'humain qui va faire du mauvais code. Donc on sera sur quelque chose qui va permettre vraiment une répétabilité assez importante, avec un risque du coup d'erreur humaine qui sera vraiment extrêmement réduit. Là-dessus, avec tout ça, il y a également une réduction de coûts. Bien sûr qu'il y a du travail à préparer, il y a des templates qui sont à faire, il y a du travail, bien évidemment, ça ne disparaît pas. En revanche, le fait finalement d'avoir préparé ces structures et de pouvoir les déployer quelque part à l'infini et de les scaler à l'infini, rend finalement à diminuer quand même les coûts sur un exercice global au niveau notamment d'un déploiement d'application d'une entreprise. Et ça permet justement, c'est lié grâce au concept de très très haute réusabilité, pardon, c'est très compliqué à dire, de cette technologie. On va retrouver grossièrement un petit schéma justement qui permet en gros de représenter très simplement qu'est-ce que c'est. On retrouve des fonctions, on retrouve des petits terminaux. Tout simplement, ça va être les notions de code en fait, qu'on va envoyer et qui vont permettre, sur la partie droite, de déployer des machines. Alors, je le réduis pour l'instant qu'à l'aspect machine. On va voir un petit peu plus loin que l'outil est quand même assez puissant, permet d'aller au-delà, mais dans l'idée de cette présentation, je préfère vraiment qu'on garde l'infrastructure as code pour les besoins d'infrastructure, et ça va nous permettre justement de pouvoir avoir des ouvertures un petit peu plus tard. La partie maintenant, configuration management. Donc pareil, qu'est-ce que c'est ? C'est pas vraiment une technologie pour le coup. Je dirais que c'est plus quelque chose qui est du ressort finalement de la méthode. Et le configuration management, ça va être finalement la manière, la pratique de gérer systématiquement, et vraiment de façon systématique au sens opération, tous les changements. Tous les changements, nous, sur la partie qui nous concerne, ce sera les changements, bien entendu, d'un système, donc d'une application, d'un middleware, par rapport donc à un état évidemment souhaité, et un état qu'on va déployer. Ce qu'on sait beaucoup moins, du coup, c'est que, pas d'un point de vue technologique, mais c'est que cette notion, elle est née dans les années 50 au sein du département de la défense des États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui de domaine public. Et on pourrait croire que finalement, cette façon d'organiser les changements est née plutôt des entreprises au moment donné où elles étaient en pleine explosion sur des facteurs purement quantitatifs. Pas du tout. C'est l'armée américaine qui a inventé ce concept et qui a été repris du coup, de façon un petit peu plus moderne, si je puis dire, dans les projets informatiques. Les chefs de projet ici, d'ailleurs, doivent probablement savoir que finalement, tout ce qui peut être méthodologie, on apporte finalement le même soin, mais à des process de travail. Là, on est vraiment dans finalement des process, mais machines, mais ça reste des process. Donc ça reste des choses, évidemment, à manager. Si on rentre justement dans le détail de ces process, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ça va être des politiques d'accès, des politiques d'état système, des états de configuration. À une échelle un petit peu plus globale, ça va aussi également être des procédures. Alors, ce n'est pas seulement des procédures. Quand on a une action A, il faut répondre par B ou par C. Mais ça va être des procédures dans le sens vraiment informatique du terme. Donc, des procédures système qui peuvent être relativement complexes et qui vont pouvoir justement être standardisées grâce au configuration management. Et puis, ça, c'est ce qu'on connaît tous, c'est le management, mais des outils et de la technique. Et ça, on le sait tous, ça permet aujourd'hui, finalement, de figer à un certain état une configuration particulière, que ce soit une configuration d'application ou bien une configuration de middleware ou de service tierce. Là-dessus, ça permet évidemment, vu qu'on a parlé d'état, au niveau de cet état, de savoir justement est-ce qu'on est à jour ou non
Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'état? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des choses à supprimer? Et du coup, ça permet en d'autres termes finalement de maintenir une sorte d'inventaire système. Alors par inventaire système, il faut surtout pas quelque part confondre cet inventaire avec d'autres outils d'inventoring. On n'est pas du tout dans le but de lister des composants de machines ou de lister des choses. Mais c'est un inventaire au sens du terme où sur des dizaines ou des vingtaines ou des centaines de machines déployées, c'est un outil qui va vous permettre en fait de maintenir la cartographie des services qui vont y être déployés, des services qui vont y résider, et du coup quelque part d'avoir une vue globale de ce qui est et de la façon dont c'est configuré. Et évidemment de pouvoir les mettre à jour. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure dans la partie vraiment préambule où il y avait le petit logo d'Ansible qui apparaissait. Si on se concentre notamment que sur Ansible, en fait, ça ne va absolument pas gérer que des configurations software ou des configurations middleware. En réalité, Ansible est un outil qui est capable d'aller beaucoup plus loin et qui peut même piloter des ressources matérielles. On ne va pas rentrer dans le débat parce que sinon, je vous dis tout de suite, dans 24 heures, on y est encore. Mais en tout cas, nous, voilà, aujourd'hui, c'est bien de le savoir. Aujourd'hui, on va essentiellement utiliser Ansible pour sa capacité, en fait, à pouvoir quelque part organiser les strates middleware de nos applications. Je vais vous les présenter un petit peu plus tard. Évidemment, ça standardise les déploiements, c'est un petit peu comme l'infra as code. À partir du moment où on fige, on fige, c'est pas le bon terme parce qu'on peut la modifier, mais à partir du moment où on écrit une configuration quelque part qu'on peut être amené à déployer une fois comme 10 000 fois, forcément, on bénéficie d'un standard. Et donc, évidemment, le fait d'avoir ce standard nous permet encore une fois d'éliminer le facteur de risque finalement de faute humaine de façon vraiment très très important. On va retrouver du coup un diagramme. Ce diagramme, il est très 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 succinct pour tous ceux qui ont déjà touché un petit peu à des outils de configuration management. L'idée, c'est vraiment juste de partir du principe que le configuration management est une entité qui va être relativement centrale, qui va se reposer sur deux choses, une liste d'équipements, parce que tout simplement, il va bien falloir appliquer quelque part des actions sur des équipements. C'est ce qu'on va retrouver donc sur la partie inférieure gauche, c'est la partie host inventory qui va concentrer donc toutes les listes en fait de nœuds qu'on retrouve à droite. Et puis la partie playbooks. Donc la partie playbooks, j'en discutais il y a 2 jours. La meilleure manière en fait de définir un playbook, le playbook de façon littérale en anglais, c'est une partition, c'est quelque chose qu'on joue quand on est acteur. Et un playbook, c'est exactement pareil dans une machine. Il y a une pièce centrale, une application centrale. Quel rôle je dois jouer, quel middleware on doit m'installer, quelle configuration système je dois avoir pour accueillir ce middleware et faire en sorte d'assurer l'intégrité globale du système. Du coup, ça repose vraiment sur tout ça et les playbooks finalement ne sont qu'une accumulation de rôles et évidemment chaque nœud va se retrouver avec un rôle ou plusieurs rôles associés suivant sa topologie dans l'application. On va terminer avec le troisième concept. Le troisième concept, c'est l'orchestration de conteneurs. Les conteneurs, pareil, j'imagine, tout le monde a plus ou moins entendu ce que c'était, Docker, le petit logo, Kubernetes qui fait un tabac en ce moment. C'est quelque chose dont on a tous entendu parler. Je ne vais pas revenir sur les conteneurs parce que le conteneur est vraiment la technologie brute et je pense qu'aujourd'hui, quels que soient les métiers, on a tous été amenés à manipuler du conteneur, que ce soit dans l'entreprise ou des besoins ou par simple curiosité. Ce qui est intéressant justement, c'est la partie orchestration. Qu'est-ce qui va permettre d'apporter en plus? Et l'orchestration, en fait, va permettre réellement d'amener finalement une sorte de logique au-dessus du conteneur et va permettre justement d'organiser ces conteneurs dans ce qu'on va appeler des services. Et dans la partie en fait organisation, pourquoi on les organise quelque part? Pour les fédérer, pour les rendre simples à gérer et pour tout simplement donner du sens au niveau applicatif. On n'est pas sur l'échelle juste du process. Le but, c'est quand on déploie des conteneurs, c'est pour une application. Donc à un moment donné, l'orchestration permet justement d'avoir ce rôle un petit peu plus professionnel du conteneur. Là-dessus, à partir du moment où on est en orchestration, en système d'orchestration, ça va permettre, vu qu'on est sur une notion de service, de pouvoir finalement faire abstraction du conteneur lui-même et du coup d'apporter une élasticité. L'élasticité, c'est exactement comme ce que je disais tout à l'heure sur la partie infrastructure. C'est pas seulement je passe de 10 conteneurs à 150 conteneurs. L'élasticité, ça va aussi justement permettre des déploiements applicatifs qui soient des déploiements transparents, sans coupure d'application. Le fait aussi de passer par ça, alors c'est le blue-green pour les connaisseurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des migrations et qui souhaitent justement avoir du blue-green. C'est un changement d'état, on change un état applicatif sans avoir de rupture.
dans le meilleur des cas. Et puis la scalabilité, donc c'est aussi le fait de pouvoir justement déployer à l'infini. Le conteneur, ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est qu'on est dans quelque chose qui est immutable, qui par définition ne peut pas changer d'état par lui-même, et du coup qui va pouvoir justement être déployé de façon vraiment extrêmement rapide. On va pouvoir jouer justement avec cette scalabilité, avec cette élasticité, pour pouvoir déployer comme c'est universel sur n'importe quelle plateforme, à n'importe quel endroit du monde. C'est quelque chose de très 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 universel. Évidemment de la haute disponibilité, parce qu'on ne va pas lancer des conteneurs ou des services standalone, donc l'orchestration va vraiment pouvoir permettre de gérer ça. Et puis redondance, parce que finalement la haute disponibilité c'est bien, on prévoit pour que ça tombe jamais, mais c'est surtout on anticipe du trafic. La redondance c'est aussi intéressant parce qu'on l'oublie souvent, mais on peut avoir quelque chose de hautement disponible mais qui n'est pas redondant. Et donc ça c'est vraiment des concepts que va apporter justement l'orchestration. Le scheduling, on en a un petit peu parlé. Aujourd'hui, vous avez des applications. Je pense en particulier à des applications mobiles qu'on utilise tous. On prend par exemple Uber ou on prend des applications vraiment de consommation, on va dire, habituelle. Aujourd'hui, dans un schéma de conteneur, scheduling, ça veut dire qu'on va vraiment vouloir la placer à un certain moment, que l'opération doit durer un certain temps, dans le cas d'une fonction. Si on fait le rapprochement finalement avec ces applications, vous avez une mécanique promotionnelle ou une petite fonctionnalité toute nouvelle qui va arriver mais qui est temporaire, et si vous le gérez en fait au niveau justement orchestration conteneur, ça va vous permettre en fait de scheduler vos services sur un temps donné. Ça peut permettre de le faire sur un temps donné, ça peut aussi permettre de scheduler durant différentes périodes, des périodes de maintenance. Ça peut également être par exemple des périodes tout simplement de mise à jour aussi de votre application. Donc ça va vraiment être une fonctionnalité qui est primordiale sur l'orchestration. Et évidemment, si on gère le scheduling, on est obligé de gérer le cycle de vie, donc le déploiement du service, le changement éventuel de ces services, et puis la fin de vie. Voilà, on n'a plus besoin du service, on bâche tout simplement le service en question. L'idée aussi, bien qu'on puisse le faire avec du conteneur, c'est qu'on a quand même un outil qui est beaucoup plus taillé aussi pour gérer tout ce qui va être exposition externe. Qu'est-ce qu'on entend exposition externe ? Quand vous avez un site, vous allez avoir besoin justement de vouloir exposer au public certaines zones, d'autres pas du tout. Et surtout, c'est sur ces zones d'exposition que vous allez avoir besoin que ça fonctionne bien, parce que vous allez quand même vous retrouver avec de très nombreux services à gérer. Et derrière, il est évident que dans un système éphémère et dynamique, vous ne pouvez pas vous retrouver avec des outils d'exposition classiques. Donc l'orchestration va justement fédérer un petit peu les services qui doivent être publics dans une zone publique, et puis tous les services qui doivent être privés, eux vont rester privés et donc inatteignables depuis le public. Là-dessus, l'idée qu'on retrouve quand même, c'est justement de quitter un petit peu le conteneur. Le conteneur va être finalement que l'outil pour justement monter une application. On a vraiment une idée de fédération des conteneurs au travers des services pour l'application. Évidemment, ça va gérer les composants, toute la partie vraiment monitoring avec des options automatiques qui peuvent être des options de redémarrage, des options de scaling, et puis du monitoring un petit peu plus classique, savoir combien est-ce qu'on a consommé, combien il y a eu de consommation mémoire, combien il y a eu par exemple d'espace disque. Ça, c'est des choses justement que l'orchestrateur va nous permettre, et pas seulement à l'échelle du conteneur, mais également à l'échelle du host. Et ce qui est assez intéressant, notamment si on revient sur les points de redondance ou de disponibilité, c'est que dans un schéma d'orchestration, on va le voir un petit peu plus tard, mais vous allez avoir une logique de clustering en fait au niveau de vos nœuds, au niveau de vos serveurs Docker, ce qui fait que ça vous permet justement de gérer la perte d'un nœud, et votre application pourra, dans le meilleur des cas, et selon les implémentations bien sûr, c'est pas automatique, mais en tout cas, vous avez cette fonctionnalité qui permet justement de gérer, via le monitoring des hosts, de pouvoir gérer la résilience directement des équipements eux-mêmes. Enfin tout du moins des services sur les équipements. Là-dessus, donc c'est exactement ce que je viens d'indiquer, c'est qu'on ce service en fait il est possible, cette possibilité n'est possible finalement que parce qu'on est vraiment dans un schéma de plateforme clusterisé. Il n'y a pas de mystère, s'il n'y avait qu'un seul serveur et que le serveur tombait, votre application n'existerait absolument plus. On va reprendre du coup c'est un petit peu trop loin. Alors, il va falloir reprendre un petit peu tout ça. Alors on va accélérer. Du coup, on va présenter justement
un schéma qui va être plutôt simple et qui va permettre justement de comprendre un petit peu comment une plateforme est faite. Elle va se composer, dans une logique, on va commencer tout en bas, elle va composer par ce qu'on va appeler les nœuds masters. Les masters, c'est quoi? Tout simplement, c'est ce qui va assurer en fait, le quorum de l'entité de la plateforme globale. Les nœuds masters, idéalement, ils ne vont pas porter d'application. Ils ne vont être présents que pour gérer justement l'intégrité des machines, le bon partage et la bonne consommation des ressources, et finalement l'intégrité de l'ensemble. On retrouve du coup vraiment une zone globale qui entoure les masters, parce que si on en perd un, le cluster continue de tourner, mais on est vraiment dans une logique cluster. Le nœud n'est absolument pas standalone. En revanche, si on arrive sur les workers, du coup les nœuds qui travaillent finalement, là on est dans une vision standalone, et chacun en fait de ces nœuds va se voir dispatcher selon des règles arbitraires ou des règles de bascule dynamique, tout simplement les conteneurs qu'on va retrouver au-dessus. Il y a la possibilité de déployer en conteneur, c'est les petits carrés qu'on voit. L'ensemble de ces conteneurs est appelé service. Et en d'autres termes, ce n'est pas l'ensemble des conteneurs, mais c'est l'ensemble des conteneurs qui composent un même service. Donc tous les conteneurs qu'on va trouver en fait en bleu vont être constitués à la base de la même image, des mêmes fichiers de configuration. En jaune exactement pareil, et en vert ce sera exactement la même chose. Et donc le fait justement d'avoir cette scalabilité permet de pouvoir déployer autant de petits nœuds bleus ou verts que l'on veut, de garder l'intégrité au niveau de notre service, et du coup l'intégralité des services nous rend notre application. Alors ce que je vous propose maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur ces trois concepts, c'est de partir, on va quand même déployer, parce qu'on est là pour faire un petit peu de technique, on n'est pas là que pour présenter. Du coup, on va déployer dans un premier temps évidemment notre infrastructure sur Amazon avec l'outil Terraform. Il n'y a pas de surprise, je n'ai pas changé d'outil en cours de route. Sur la deuxième partie, du coup, on va déployer notre plateforme d'orchestration à partir de l'outil Ansible. Et puis en troisième lieu, on va utiliser cette plateforme Ansible pour déployer justement des applications. Sur la partie du coup infrastructure, on va démarrer par un schéma d'architecture. Bon, il peut être un petit peu compliqué, je ne sais pas si tout le monde voit bien les flèches, les couleurs. Je vais vous le résumer. Somme toute, il est quand même relativement simple. Je vais vous expliquer tout ça. On va retrouver dans ce qui apparaît un petit peu en orange, du coup, toutes nos zones qui seront en fait des zones de réseau. Là, on va être sur une région qui est l'Irlande, au hasard. On a aussi des régions à Paris, on a des zones de disponibilité maintenant à Marseille. Chez AWS, je crois qu'en Allemagne, depuis quelques temps, on a désormais 3 zones. Ces 3 zones, en fait, on va les retrouver. Ce sera chacune des sortes de petites colonnes qui partent un petit peu en biais. Et donc, ces zones, elles sont importantes parce que quand on évoquait au départ le fait justement de créer quelque chose de résilient, les 3 zones, une zone chez Amazon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une zone géographique qui est pas très définie, mais en tout cas qui appartient à une région. On n'est pas dans une logique de data center traditionnelle, on est vraiment dans quelque chose de différent, c'est un petit peu plus explosé, à l'image notamment justement de l'entreprise. Et les zones de disponibilité, en fait, sont des zones qui vont être autonomes d'un point de vue énergétique et qui vont être autonomes d'un point de vue réseau. Ça, c'est très important à comprendre parce que à partir du moment où Amazon propose ce type de service, ce ne sont d'ailleurs pas les seuls, tout simplement, il propose à votre application qui serait hébergée en Irlande, pour ne citer qu'elle, il proposera en fait un facteur de résilience maximal. Si vous perdez une zone, vous ne perdrez pas nécessairement la deuxième ni la troisième, grâce justement à cette indépendance énergétique et grâce à cette dépendance d'un point de vue réseau. Dans le schéma, vu qu'on essaie quand même de faire des choses qu'on puisse projeter dans le monde de l'entreprise, on sollicite justement nos 3 zones de disponibilité. Dans ces 3 zones de disponibilité, on va venir retrouver donc les 3 rôles machines qu'on a vus un petit peu avant. Alors vous me direz, on en a vu que 2, c'est vrai. Je vous présenterai le 3e un petit peu plus tard. Mais donc on va retrouver sur chaque ligne notre ligne du CP Manager, notre ligne de workers, et puis du coup les DTR workers. DTR workers, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est vraiment un titre qui est propre à Docker. Je vous expliquerai un petit peu plus loin dès qu'on sera sur la partie justement qui le concerne. Et puis pour joindre justement tous ces services, les futurs services et les machines, on utilise du coup des load balancers qui vont être présents. Alors c'est pas décrit au niveau du schéma
parce que ça aurait été illisible. Mais en tout cas, ces load balancers sont complètement élastiques et sont présents sur l'intégralité des zones de disponibilité. Ce qui fait qu'à partir du moment où vous êtes utilisateur ou dans vos locaux et que vous vous connectez sur ce type de plateforme, à compter du moment où elle est déployée, vous avez une résilience qui est globale. Amazon, je crois, assure une couverture de 99,999999% de taux de disponibilité. Il y a toujours des incidents qui arrivent, mais en tout cas, au niveau de l'infrastructure, on est sur quelque chose qui, techniquement, ne peut pas tomber infrastructurellement parlant. Et je ne l'ai pas évoqué, mais on utilise donc, notamment pour stocker nos images Docker, on utilise la technologie S3, qui est une technologie du coup d'object storage proposée par Amazon. Si on revient un petit peu plus dans le détail, on va diminuer justement notre schéma, et pour déployer tout ça, si on commence un petit peu à modéliser au niveau infrastructure, il nous faut des composants réseau. Sur ces composants réseau, il nous faut un VPC. Le VPC, c'est quoi? Finalement, c'est le Virtual Private Cloud. C'est quelque part la zone logique dans laquelle on va se placer, et c'est le début de tout chez Amazon. Si vous n'avez pas de VPC, vous pouvez utiliser des services, mais vous ne pourrez pas utiliser de ressources de compute ou de ressources de plateforme. Donc on va déjà venir créer cette première ressource, ça c'est notre premier besoin. Une fois qu'on a cette zone logique, on va venir la peupler tout simplement avec des sous-réseaux. Les sous-réseaux vont être matérialisés du coup dans le schéma à gauche par les petits carrés orange qu'on voit. On va en avoir un total justement de 12, puisqu'on isole absolument tous les services. Pour sortir sur Internet et pour rentrer sur Internet, c'est aussi pas mal, on va avoir besoin d'une passerelle, d'une gateway Internet, deux tables de routage qui vont permettre justement à l'intégralité de nos machines des différents sous-réseaux de pouvoir se contacter, de pouvoir également sortir sur Internet. Cette table de routage, on va avoir besoin d'une table, d'une structure d'association pour pouvoir justement dire ce réseau appartient à telle stratégie de routage. Et puis du coup, une table de routage principale. Ça va être les principaux composants côté réseau. Sur la partie du coup compute, donc C2, on va avoir trois grandes choses en gros à déployer. Des instances, il faut quand même qu'on puisse héberger nos Docker. On va avoir nos 3 load balancers, et puis on va avoir également des security groups. Le security groups, on pourrait croire que c'est un élément réseau, mais pas du tout. On est dans une segmentation sécuritaire, mais qui ne va concerner finalement que des instances ou des sous-réseaux. Donc on le considère comme étant finalement de l'ordre du compute chez Amazon. Si vous mettez en place des security groups et que vous n'avez pas de ressources C2 affectées, en fait, tout simplement, c'est un security group qui ne servira jamais à rien. Les autres règles se gérant autrement. Et justement, les autres règles, notamment d'accès aux services, peuvent se gérer par le composant IAM, qui est le composant d'identité Amazon, et dans lequel nous, on va venir créer des politiques. Les politiques Amazon, c'est très simple. C'est pas seulement l'identité utilisateur. C'est pas seulement je m'appelle Yann, il faut que je puisse me connecter à mon back-end, donc je crée mon utilisateur dans IAM et je mets ma policy administrateur parce que je veux avoir tous les pouvoirs. Non. L'IAM, c'est aussi une politique qui va permettre quelque part à n'importe quelle machine ou service dans Amazon de pouvoir finalement effectuer des actions sur un autre service Amazon, et ce sans qu'il y ait d'action préalable humaine. Dans notre exemple, nous on sait qu'on va avoir des machines qui vont avoir besoin d'atteindre notre bucket de storage, S3. Les actions vont être simples. Il va falloir que les machines puissent lister l'intégralité du bucket. Il va falloir également qu'elles puissent lire les données. Et puis il va falloir qu'elles puissent écrire les données quand on va pusher de nouvelles images notamment. Ça, ces politiques-là, c'est ce qu'on va retrouver du coup dans les politiques IAM qu'on devra créer. Et puis sur la partie S3, je viens de l'évoquer, tout simplement, on va créer un bucket. Jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Du coup, si on reprend un petit peu ce listing, on va modéliser tout ça. Je vous le disais au début, Terraform, on va être sur une structure qui va être une structure de code. Donc à chaque fonction, quelque part, à chaque rôle, on va venir en fait créer et écrire le fichier qui va le correspondre. Donc là, en l'occurrence, VPC, on va écrire un fichier qui sera vpc.tf pour Terraform. Et donc tous ces fichiers, il y en aura évidemment un pour l'intégralité des sous-catégories. Dans tous ces fichiers, on va vraiment finalement écrire la structure de ce qu'on veut, et finalement ça résume totalement les opérations manuelles qu'on aurait eu à faire en console, ou quand on est dans le cadre d'une automatisation, par exemple ce qu'on aurait pu renseigner dans un script Python ou dans une CLI standard pour pouvoir se connecter justement sur Amazon et créer les outils. On va trouver ça, mais dans une structure vraiment normalisée que propose Terraform. Donc on retrouve l'intégralité de nos composants. Voilà. Là, il y en a pas mal côté réseau. On va retrouver nos composants de compute, la partie instance, la partie Elastic Load Balancer, et puis donc notre partie au niveau sécurité. On va retrouver nos composants IAM, donc pareil,
au niveau des fichiers. Et puis, pour le dernier, notre object storage. À partir de là, en fait, ces fichiers, c'est ce qu'on va qualifier. Alors, c'est un peu généraliste, mais en tout cas, on va qualifier ces fichiers comme étant des ressources, puisque finalement, ce sont tous les éléments dont on va avoir besoin pour créer notre infrastructure. Et à partir de là, bah, évidemment, ce sont des ressources à déployer. Donc, on va plus communément les appeler des fichiers de ressources. Mais ce n'est pas tout. On va avoir besoin d'autres éléments. Il y a à minima 4 autres fichiers dont on va avoir besoin. Et ces fichiers, en fait, on va pouvoir les qualifier de variables. Alors, tout ce qui va être le tf-vars, les fichiers de variables, les commons. En gros, on fixe les variables. On imagine nos variables dont on va avoir besoin dans le variable.tf, dans le common.tf, pour les variables communes qui vont être propres notamment à plusieurs ressources. Et puis, le tf-vars, lui, en fait, va vraiment initialiser la valeur à finalement, enfin la variable a sa valeur souhaitée. Donc c'est vraiment lui finalement qui va être lu. Donc ce fichier est extrêmement important. Et pour s'y retrouver, bah, évidemment, on va déclarer la création de nos variables dans les autres fichiers. La partie provider, c'est pareil, il ne faut pas l'oublier, c'est un petit fichier. Mais ce petit fichier, il est très important parce que Terraform, il va fonctionner avec plein de back-ends différents, avec plein de services différents. Et à un moment donné, il faut bien savoir que Terraform doit utiliser Amazon et doit utiliser également des credentials. Donc la partie providing, c'est tout simplement celle qui va venir renseigner à Terraform de se connecter sur telle souscription, avec ensuite donc, les différents identifiants qui vont avec. Une fois qu'on a toutes ces structures de fichiers, on va venir appliquer des commandes, et chacune de ces commandes en fait, va avoir un comportement ou une sortie. La partie Terraform init, en fait, va vraiment, comme son nom l'indique, être une initialisation. On va demander à Terraform d'initialiser, d'avoir une première lecture, en gros, des fichiers. Et cette partie initialisation, entre autres que de créer un fichier qui va s'appeler .terraform, enfin un répertoire qui va s'appeler .terraform, c'est également celle qui, à la lecture des fichiers, va récupérer l'intégralité des plugins et l'intégralité des modules qui pourraient s'avérer nécessaires pour envisager le déploiement de la stack. Donc ça, du coup, on ne peut pas déployer tant qu'on n'a pas initialisé. Ce sera vraiment la première commande. Une fois qu'on a initialisé, on va rentrer dans une planification. La planification, elle va faire un petit peu plus de choses que la partie initialisation, parce qu'elle va vraiment vouloir jouer en tout cas le scénario qu'on décrit dans nos fichiers, mais dans une sorte de dry run, c'est un mode de test. Donc elle ne va strictement rien appliquer, mais elle va quand même produire un fichier qui sera le tfplan, et le fichier tfplan, c'est justement la résultante de notre planification. Une fois qu'on a la planification, on sait que, logiquement, le déploiement devrait donner les informations qui sont présentes justement sur le tfplan. Une fois qu'on est tout bon, on peut justement appliquer cette planification, et du coup, on obtient le fichier qui est le tfstate et qui est le fameux état, puisque finalement, le but de ces outils d'infra as code, c'est je prépare quelque chose, je souhaite que mon infrastructure soit à l'image de l'état, et donc on conserve un état. Ce fichier d'état, il est extrêmement important, puisque dès lors que vous allez modifier, que ce soit des structures ou des informations de vos variables, tout simplement, vous ne serez plus dans le même état que l'état initial. Donc c'est aussi ce qui va vous permettre de versionner, de pouvoir mettre à jour, de pouvoir scaler, parce que sans ce fichier d'état, finalement, vous n'avez aucune idée de ce qui est déployé de l'autre côté. Donc c'est vraiment un fichier qui va être très 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 important sur la structure et le bon fonctionnement de Terraform. Et la sortie évidemment de tout ça, une fois qu'on a fait notre application, on a notre infrastructure. Du coup, ce que je vous propose, c'est de la déployer. Et on va du coup déployer en temps réel notre infrastructure. On se retrouve du coup dans le dossier courant. On va du coup lancer la première initialisation. Comme vous le voyez, donc là on va récupérer un certain nombre de plugins, des données de modules. Donc là, c'est vraiment quelque chose de local, du coup, ça va se passer sur votre poste. Alors, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard quand on en rediscutera, mais il y a des systèmes justement qui permettent de centraliser un petit peu tout ça, mais on est vraiment dans une logique, on crée les fichiers sur un repository, et puis tout simplement on les envoie. Notre initialisation, du coup, s'est bien déroulée. Là, on va envoyer la planification. La planification, du coup, va être vraiment quelque chose de très très, très rapide, parce qu'on est uniquement dans la lecture de fichiers, il n'y a absolument pas d'application. Et là, donc justement, on va lancer l'application de notre fameux tfplan et on va lancer le chrono. Et là, vous allez voir qu'on n'a pas loin de 52 composants Terraform à déployer. Et vous allez voir que extrêmement rapidement, notre structure justement se déploie.
On voit, ça va très vite, mais on voit quelques éléments, par exemple les subnets, les load balancers, on va voir à un moment donné les instances, et on voit du coup que tout est vraiment chaîné, et la raison est simple, Terraform en fait sait parler à Amazon, et dès qu'il analyse les fichiers, c'est lui-même qui va organiser et mettre en attente en fait les différentes ressources d'infrastructure en fonction des autres. Donc on n'a pas de logique quelque part de rentrer dans une complexité où on doit gérer un ordre de déploiement avant un autre. Là, pour une infrastructure telle, finalement, on fournit les fichiers, Terraform ensuite est autonome et sait automatiquement comment finalement et quand les déployer. Là, du coup, on arrive sur la fin et on voit qu'en 50 secondes, on déploie une infrastructure donc de pas loin de 9 serveurs avec de l'object storage, une segmentation de sous-réseau, une visibilité et une sortie Internet, 3 load balancers et du coup tout ça en 50 secondes. À partir de là, maintenant qu'on a notre infrastructure, on va se concentrer justement sur la partie configuration management. Et avant de s'intéresser au configuration management, déjà ce qui est intéressant, c'est de savoir comment finalement fonctionne une plateforme Docker. Et surtout dans notre cas, comment elle est organisée, puisqu'on sait qu'on va gérer au travers d'une structure code, une structure justement d'organisation de notre plateforme. Je vous propose du coup de partir sur notre infrastructure qu'on vient justement de déployer. Et puis, on va y amener un petit organigramme un petit peu plus représentatif justement de la façon dont fonctionne, dont est organisée une plateforme de containerisation, une plateforme d'orchestration. On retrouve sans surprise nos masters, ils ont juste changé de nom, ce sont les UCP managers. On est dans le monde Docker Entreprise. Les managers en fait vont vraiment jouer le rôle justement de master et vont porter le composant UCP qui est le Universal Control Plane et qui est donc une fonctionnalité Docker Entreprise. On y reviendra un petit peu plus tard. On a un load balancer du coup qui n'est affecté qu'à l'accès de ces ressources et en particulier du composant UCP. Notre cluster d'UCP va gérer des nœuds workers standalone qui vont eux-mêmes être accessibles depuis le load balancer applicatif. Et donc, c'est pas seulement un load balancer qui accède aux instances, c'est qu'il est en gros, si je puis dire, branché, connecté aux instances. Mais le but de ce load balancer, c'est bel et bien d'accéder aux applications qui vont être hébergées justement sur ces workers. Et on le retrouve tout à l'heure, vous allez maintenant avoir, on le retrouvait tout à l'heure, je vais vous donner l'explication. On a les nœuds DTR. DTR, c'est Docker Trusted Registry. C'est tout simplement l'outil propriétaire de Docker pour héberger et stocker en fait vos images à une échelle locale. C'est un service, il est clusterisé. On utilise du coup pour cela 3 machines qui vont être dédiées à ça. Et dédiées, ça veut dire qu'elles ne vont faire que la DTR et ce ne sera pas des nœuds qui vont pouvoir porter des applications. Dans le monde de l'entreprise, techniquement on peut le faire, mais dans le monde de l'entreprise, il est beaucoup plus viable du coup d'affecter les nœuds directement à ce rôle-là. C'est un rôle qui est assez gourmand. Et on retrouve donc un load balancer qui va être affecté également à l'accès précis de cette fonctionnalité. À partir de ce petit organigramme, on va reprendre notre structure. Si on prend nos UCP managers, on a besoin en premier lieu d'un primary UCP manager. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une logique de cluster, il faut qu'il y en ait un premier, c'est le primaire. Donc arbitrairement, on va dire que ce sera notre nœud 1. Ce sera ça, on est vraiment sur la machine. Le deuxième rôle, ça va être nos réplicas. Ça va être justement les 2 nœuds qui vont travailler au concours de ce cluster, mais qui ne vont pas avoir, du moins de base, le rôle justement primaire. Il faut bien les identifier. Du coup, sans surprise, on va se retrouver avec notre manager 2 et notre manager 3. On va reprendre du coup nos rôles, comme on l'a dit, on est vraiment sur du standalone, il n'y a pas de logique d'organisation autre que le fait qu'il soit worker et qu'il soit là justement pour exécuter des services et des conteneurs. On va du coup retrouver nos différents nœuds en chaîne, le 1, le 2 et le 3. Et puis enfin sur le dernier rôle qu'apporte la DTR, on va retrouver la même notion de segmentation qu'on retrouve au niveau des managers. On va avoir du coup notre nœud primaire qui sera occupé par le DTR Worker 1, et puis nos nœuds de réplique qui vont du coup être gérés par les 2 machines restantes. On retrouve bien notre compte de machines au total. Du coup, c'est bien, on a segmenté d'un point de vue plateforme Docker, mais maintenant il va falloir qu'on revienne quand même un petit peu sur la segmentation d'un point de vue Ansible. Je vous propose de reprendre exactement la même segmentation, et puis on va venir y adjoindre le petit schéma, mais un petit peu plus complexe cette fois-ci. Vous retrouvez du coup l'icône des nœuds qui sera en face justement de chaque nœud qui est porté par l'organisation. On va retrouver nos host inventory, nos playbooks, et puis il y a une petite icône en plus quand même, ce sont les rôles. Parce que les playbooks, ça va vraiment être quelque part des séquences de code, c'est qu'est-ce que je fais, mais le rôle, c'est qui je suis. Et du coup, quel code on doit m'associer.
Pour ça, on va faire un petit peu de ménage. On va se concentrer donc exclusivement sur les nœuds qui vont rester. Et puis, on va venir du coup donc, lister ces nœuds au sein d'un inventaire. L'inventaire est simple, c'est le nom de la machine, son adresse IP. Ansible est un composant qui va avoir besoin de se connecter à la machine, à l'environnement. Et donc, tout simplement pour ça, il va utiliser l'IP de la machine. On va avoir une structure d'inventaire qui sera donc dans un fichier. On va retrouver les différents rôles associés. Les rôles associés, c'était un petit peu les catégories qu'on retrouvait avant. Du coup, c'est est-ce que je suis UCP Manager? Si je suis UCP Manager, est-ce que je suis Primary ou est-ce que je suis Replica? Est-ce que je suis Worker? Et puis exactement, donc le même principe pour du coup, les nœuds de DTR. Au niveau des rôles, autant on peut jouer plusieurs playbooks, autant par contre, au niveau des rôles, il n'y a pas plusieurs machines dans un rôle. Ça, c'est pas possible. Le rôle permet vraiment justement d'arriver à isoler les machines et on est vraiment dans quelque chose de très organisationnel finalement. On n'est pas du tout dans une échelle pour l'instant technique et cette planification est absolument nécessaire avant d'envisager justement ce type d'outil. C'est de bien définir les rôles qu'on a besoin. Une fois qu'on a nos machines, nos rôles, on va y associer des playbooks. Et on va voir que ces playbooks, ils sont assez nombreux. Nous, on va jouer un playbook qui va être assez global dans le cadre de notre contexte, puisque ce qu'on cherche, c'est à déployer une plateforme, donc à l'installer. Cette installation, elle va se faire au travers de différents composants. Les premiers, ce sont tout ce qui va être prérequis système. En particulier le sizing d'une partition, l'organisation par exemple, la création d'un utilisateur en particulier, ou le fait d'avoir une structure de droit sur telle ou telle chaîne de dossiers. Ça va faire partie justement des prérequis système qu'Ansible va être en mesure de pouvoir automatiser et standardiser. On va également installer Docker au niveau vraiment démon, au niveau software, et puis on va initialiser notre cluster dans le monde Docker qu'on appelle du coup un swarm. Dans le monde Kubernetes, on n'est plus sur du swarm, c'est un petit peu différent. Je vous l'accorde, il y a des différences de lexique. Une fois qu'on a initialisé du coup notre cluster, donc nos managers UCP, on va venir installer justement cette couche UCP qui est à voir finalement comme une application que l'on déploie et que l'on configure. On va venir joindre justement à la swarm les autres managers, nos fameux réplicas. Et puis, une fois donc qu'on a notre entité cluster manager qui est prête, on va venir tout simplement joindre les autres nœuds, mais en tant que worker. Donc on va déployer l'intégralité des workers, et les workers qui sont DTR, eux, on va installer justement le composant DTR et joindre la DTR pour ceux qui sont réplicas. Ça nous permet du coup de conserver justement l'intégrité, de remplir l'intégralité des rôles sur les différents nodes via justement ces différents playbooks. La petite cerise sur le gâteau, c'est que du coup ça s'enchaîne plutôt bien parce qu'on a déployé une infrastructure avec Terraform, et pour Terraform, vous l'avez peut-être vu à la fin, c'était assez subtil et assez vif, mais j'utilise justement dans mon déploiement d'infrastructure un module d'inventaire, ce qui fait que je n'ai absolument pas à remplir mon fichier d'inventaire à la main. Dès que mes composants sont déployés, automatiquement, en fait, Terraform me crée une structure compatible Ansible avec mes noms, mes IP et mes rôles. À partir de là, Ansible n'a plus qu'à le lire et du coup à exécuter ses tâches. Ça enlève aussi pas mal quelque part de temps, et l'inventaire, il y a pas mal d'erreurs qui peuvent se placer également là-dessus, notamment quand on change d'état, quand on redéploie des plateformes. Là, vous l'avez vu, on déploie 52 composants d'infrastructure en 50 secondes. Voilà, l'inventaire est quelque chose qu'il faut vraiment privilégier parce que c'est souvent finalement le fichier où on va retrouver les actions humaines, et c'est évidemment là qu'il y a le plus d'erreurs. Ce que je vous propose maintenant qu'on a fait l'état des rôles, ça va être justement de déployer notre plateforme d'orchestration. Et du coup, on va venir déployer justement notre fameux playbook. On n'est plus sur du temps réel, parce que là, on déploie des choses qui sont complexes. On a 220 opérations au total à dérouler, donc on est en léger accéléré, sinon 10 minutes, c'est un petit peu long. Et du coup, vous pouvez voir quand même sur l'écran qui défile, justement, nos différents ID d'instance et puis l'intégralité, quelque part, des configurations qu'on fait passer. Comme je le disais, toute la partie donc prérequis système, sur laquelle on est encore, du coup, va vraiment venir intéresser la totalité des machines. Dans un but d'entreprise, ces prérequis système, ils peuvent être extrêmement intéressants, parce que c'est ce qui va vous permettre de sizer, par exemple, la taille d'une partition, ou de choisir un driver de volume plutôt qu'un autre. La reconnaissance aussi qu'on l'a, en tout cas sur la partie Ansible, sur celle qui est designée ici, c'est également qu'on a une reconnaissance de l'OS. Vous avez un service qui souhaite déployer une plateforme d'orchestration sur Debian, elle pourra le faire. Le playbook reconnaîtra qu'on est sur un environnement Debian, et du coup, il déploiera finalement les différents éléments qui sont
pour Debian. Si on est sur du Red Hat-like ou du CentOS ou Red Hat tout court, automatiquement, on sera dans une autre reconnaissance. Ansible, à la même manière que Terraform, on est vraiment sur une logique d'état. Donc, on va venir vraiment toujours vérifier en fait que l'état qu'on doit appliquer correspond déjà à un état applicable. Et puis, une fois que cet état est appliqué, on va s'assurer justement. Là, vous le voyez juste avant, je ne sais pas si vous l'avez vu défiler, mais Ansible peut même vous donner en sortie, par exemple, une commande qui n'est pas forcément applicable ou qu'il ne faut plus forcément appliquer. Il y a des erreurs, on n'est pas parfait. Mais du coup, voilà, ça permet aussi vraiment comme on faisait le parallèle tout à l'heure de l'inventaire système, ça permet aussi quand même d'avoir un petit peu de code retour. Il ne faut pas l'utiliser que là-dessus, mais quand vous déployez 220 items différents, ça peut quand même être intéressant d'avoir cette structure, de savoir au final qu'est-ce que vous déployez en aussi peu de temps. Et c'est aussi ce qui va vous permettre quelque part de l'identifier. Tous ces fichiers, il y a évidemment des sorties et vous avez la possibilité ensuite de les reconsulter. On est sur le même service là-dessus que Terraform. Vous fonctionnez vraiment dans une logique d'état. Donc vous allez générer un fichier d'état et tant que vous n'effectuez pas de modification, votre état est finalement reste en place. Si vous souhaitez effectuer des modifications, à ce moment-là, votre état changera et devra donc être mis à jour tout simplement. Là, on arrive maintenant sur la fin. Donc on est en train justement de déployer tous les composants qui doivent être logiquement sur la partie DTR, registre, c'est la partie finale. Voilà, je vois les dernières lignes du coup qui s'affichent. Et du coup, notre infrastructure est maintenant déployée. Donc il nous a fallu 10 minutes pour installer toute une chaîne de middleware, une chaîne également de résolution de noms, une chaîne de prérequis système, pas loin de 220 composants au total, en 10 minutes. Je vous laisse imaginer, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'installer ça à la main. Moi j'ai l'habitude d'en installer, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a pris pas loin de 4 ou 5 heures. Et je suis assez rodé sur la manipulation. On a vraiment un gain de temps pardon, qui est vraiment colossal avec ce type d'outil. Maintenant qu'on a déployé notre plateforme, on va y accéder. Je vous parlais justement des deux composants, la partie UCP Universal Control Plane, et c'est vraiment une console. Alors, il faut le voir comme un outil vraiment d'organisation, d'administration high level. Il ne faut pas forcément le voir comme étant l'outil par lequel on va se connecter pour déployer des applications. Somme toute, ça permet quand même de gérer tout le management de vos utilisateurs. Ça peut s'interfacer notamment avec du LDAP pour les entreprises qui ont besoin justement de gérer les accès d'un point de vue groupe. Donc ça, c'est au travers de cette console que ça va pouvoir se faire. C'est plutôt succinct, mais comme je l'indiquais un petit peu plus tôt, ça amène aussi une interface de monitoring. Alors c'est toujours pratique si par exemple vous suspectez d'avoir une perte de nœud ou vous suspectez d'avoir un service qui s'est complètement emballé sur sa chaîne de consommation, ça peut être un premier endroit où aller. Et puis ça va nous permettre donc justement de gérer aussi tout ce qui va être administration du cluster. Là, ça va être un petit peu petit sur la partie gauche, mais l'administration du cluster, notamment sur la dernière mouture de Docker Entreprise, ça va être également de pouvoir déployer des nœuds Kubernetes. Aujourd'hui, Docker Entreprise 2.0 est capable justement de faire composer Swarm avec Kubernetes. Ça propose une hybridation du coup qui est plutôt complète, plutôt intéressante, et surtout la surcouche qui est amenée à Kubernetes permet de le déployer bien plus simplement que si vous deviez vous y atteler à la main. Et puis voilà, c'est un petit peu ce que je disais, c'est très très peu utilisé, mais en tout cas ça permet quand même, ça apporte une interface graphique qui permet de lancer des services. Quand on n'est pas forcément trop à l'aise ou tout simplement qu'on n'a pas forcément les droits pour se connecter en console au démon, ça permet tout simplement de pouvoir le faire pour du test, c'est plutôt pratique. Mais c'est résolument pas l'endroit où vont passer les populations techniques, très, très clairement. Le deuxième composant, c'est notre Docker Trusted Registry, notre fameuse DTR. Alors pour l'occasion, j'ai pas créé de repository, mais voilà, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Un repository au sens DTR, c'est la même chose qu'un repository sur n'importe quel registre du monde entier. On crée un registre, on y stocke des images, on est capable de les versionner. La petite fonctionnalité qu'on a en plus, notamment dans un composant entreprise, c'est que de la même manière, on va pouvoir gérer nos utilisateurs, gérer les droits, qui a accès à tel repository, quelle action également il peut faire. Et puis on va avoir des fonctionnalités de sécurité. Alors sécurité, comment concrètement ? Tout simplement en lançant des scans sur les images. Donc on peut activer en fait ces scans et on peut aller assez loin sur la chaîne et par exemple interdire un déploiement s'il y a trop d'erreurs, par exemple d'un point de vue sécurité sur telle image. On prend un exemple tout simple, un développeur veut utiliser une version vraiment deprecated de PHP, il ne faut surtout pas le faire. Si vous mettez en place cette chaîne de contrôle de sécurité, il ne pourra pas.
Il pourra sur son poste, mais il ne pourra pas la déployer, dessus. C'est un composant qui est utilisé. Après, il ne faut pas le voir comme un composant central, parce qu'il n'empêche que vous pouvez quand même faire appel à d'autres registres publics. Et en aucun cas, sur la plateforme, vous êtes obligé de passer par la DTR. C'est même un composant qui n'est pas obligatoire en fait, à installer, mais de façon à vous présenter de l'orchestration de conteneurs la plus complète qui soit, c'est intéressant de savoir que l'outil est quand même doté d'un outil de registre interne. Et par interne, ça m'amène justement à la dernière petite catégorie, Private Image Storage. Tout ce que vous mettez sur la DTR, de base, est configuré pour ne pas être public. Donc ça, c'est aussi intéressant dans un usage d'entreprise, parce que du coup, tout ce que vous allez créer, des images vraiment corporate, des choses un peu sensibles, ça va vous permettre justement de pas les mettre sur des registries type hub.docker.com. Je pense qu'on a tous été dans ce cas-là, mais voilà, on retrouve des tas de choses sur hub.docker.com. Ça peut être très risqué. Donc justement, ça c'est aussi une fonctionnalité qui est plutôt pas mal en interne pour les différents services. Maintenant qu'on a notre plateforme, du coup, on va arriver sur le vif du sujet maintenant. Là, on était que sur des outils qui font plaisir un petit peu aux services techniques, mais maintenant, c'est pas tout ça. Il faut quand même déployer des applications. Donc, je vous propose d'en déployer deux. Ces applications, c'est des applications qui vont avoir, on va dire, un intérêt plutôt au niveau des directions techniques ou des directions, enfin des départements type DSI. Pourquoi ? Parce que le premier, en fait, on va être sur une solution de monitoring. Les outils d'orchestration de conteneurs, pour ceux qui ont l'habitude de les utiliser, ça oblige à repenser complètement la strate de monitoring. En fait, on n'est plus du tout, quand on utilise des compteurs qui passent sur une machine toutes les 5 ou 10 minutes dans l'environnement du conteneur, quand on sait qu'en une seconde, il peut popper 10 fois et mourir 10 fois, c'est absolument pas satisfaisant. Donc justement, j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui un déploiement d'une solution de monitoring. Et moi, ce que je trouve toujours sympathique, notamment dans le monitoring, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu l'affaire, et je suis persuadé que vous avez dû le rencontrer aussi, finalement, les services veulent toujours enregistrer créer une solution de monitoring, mais sur des outils tierces. Mais maintenant, vous avez une plateforme Docker qui est scalable. Donc pourquoi tout simplement ne pas dockeriser votre plateforme de monitoring ? C'est la solution que je vais vous proposer. Et cette solution, du coup, elle va s'articuler autour de deux produits. Grafana, qui va vraiment concentrer l'interface graphique, qui va fédérer et permettre d'organiser nos dashboards. Et puis Prometheus, qui, on va le voir, est un composant qui va plus, on va dire, stocker de la donnée et puis fonctionner du coup avec des exporteurs pour avoir tout un tas de données. On va y revenir un petit peu plus tard. Et une plateforme de logging, ça je pense que c'est pareil avec le monitoring, c'est le maître mot de beaucoup de directeurs techniques. On veut loguer, on veut savoir ce qui se passe à l'instant T, on veut garder nos logs et surtout le plus important, on veut pouvoir les exploiter. Il y a plein de solutions qui existent sur le marché. Dans l'absolu, vous pouvez même le faire avec tout plein d'autres choses. J'ai choisi ELK parce que qui dans sa vie n'a pas tout simplement lutté à déployer une stack ELK ? Je vous rassure, les choses sont devenues beaucoup plus simples. Je vais vous montrer un petit peu comment on gère tout ça. Sur la partie monitoring, justement, on va partir déjà sur notre architecture, mais l'architecture de l'application. On va retrouver du coup au centre de tout notre Prometheus. Prometheus, comme je le disais, c'est la base de données qui va concentrer l'intégralité des métriques. Et du coup, ces métriques en fait vont passer justement sur deux fonctionnalités. cAdvisor, qu'on va retrouver tout en haut, c'est l'espèce de petit hibou. Et puis notre autre petit flambeau, le node exporter qui est en bas. cAdvisor, il va avoir un rôle qui est assez simple. En fait, c'est un service qui va être lancé dans le monde du conteneur dans ce qu'on appelle le mode privilégié et qui va donc permettre de pouvoir mener des actions sur les services conteneurisés et en particulier ces actions, ça va être but principal de collecter justement les métriques de ces fameux conteneurs et des services. Donc là, on va vraiment être sur une action qui va se faire sur le Docker Engine et dans le Docker Engine, évidemment, on retrouve nos petits conteneurs. Ça va vraiment être là-dessus que l'action va s'effectuer. Sur la partie du coup node exporter, elle va collecter du coup plutôt des métriques et elle va collecter les métriques qui vont être celles du coup de l'OS. Donc on va avoir directement quelque part une action sur le nœud dans les couches justement vraiment système OS. Donc on va avoir vraiment ces deux notions de récupération de métriques. Toutes ces métriques vont être stockées en base. On retrouve notre Grafana qui lui tout simplement va venir envoyer des requêtes sur ce stockage et au moyen de dashboard, tout simplement les visualiser, les mettre en œuvre. Puis alors je vous ai pas fait toute la chaîne, mais après on peut créer tout simplement des passerelles vers des outils d'alerting, vers également des outils qui vont permettre des opérations automatiques. Restons simples pour le moment, on est juste sur du monitoring, pas de la gestion d'alerting. Mais en tout cas, les possibilités
Une fois qu'on a déjà ces premières briques, les possibilités sont assez infinies et on peut très facilement venir justement créer de nouveaux services supplémentaires qui seront sur celui-ci. C'est rien d'autre que le microservice en fait. Les microservices permettent justement de faire ça. Le conteneur vient le faciliter uniquement. Alors, notre solution du coup de monitoring. D'un point de vue par contre Docker, comment ça fonctionne? On peut le faire, mais moi je vous le décourage. N'installez jamais de conteneur, même de monitoring, sur les masters. Parce que si jamais vous avez un node exporter qui s'emballe, votre master tombe, vous pouvez perdre votre quorum et vous allez perdre toutes vos applications sur un besoin de monitoring. Donc le monitoring, on va utiliser plutôt autre chose. Nous, on est dans un monitoring qu'on souhaite quand même au plus proche de l'application et on va déployer cette strate de monitoring au niveau justement de nos workers. L'idée, c'est qu'on ait l'intégralité de nos données métriques OS et métriques conteneur sur le worker. Donc, on va retrouver dans les petites cases rouges CAdvisor qui sera déployé sur chacun des nœuds. On sera donc sur un service qui sera qui sera répliqué 3 fois sur chacun des nœuds. Il en sera de même sur la partie node exporter. Et puis, on va donc du coup avoir réellement nos services finalement applicatifs, la partie Grafana, Prometheus, et un troisième que j'ai pas évoqué plus bas parce que lui en fait Nginx va juste permettre tout simplement l'accès en fait à la page. Donc on n'est pas dans un composant qui est intrinsèquement obligatoire pour déployer la solution, mais c'est toujours plus simple d'utiliser en fait un reverse proxy pour accéder à la solution technique qui est derrière. À partir de cette architecture, tout du moins de ce placement de service Docker, on va avoir une première étape justement au niveau de notre conteneur, de notre service Nginx, ça va être tout simplement de créer l'image. Ce build, il va se faire au niveau de 6 petites lignes où on va récupérer justement au sein d'un Dockerfile la dernière image présente. On va fixer en argument un mot de passe très original et très sécurisé, MeetUp42 sans caractères spéciaux, c'est top. On va mettre à jour notre conteneur et puis on va venir donc du coup y installer des composants supplémentaires, des utilitaires entre autres Apache. On va venir y joindre et y copier un fichier du coup de configuration. On va créer un HTPassword tout simplement pour sécuriser la page d'accès. Et puis on va dire l'image elle doit être exposée sur tel port. Ça du coup quand on va faire tourner le service, ça va permettre automatiquement à l'image d'être exposée sur ce port. À partir du moment où on a builder du coup cette image, l'idée justement, où on a créé notre Dockerfile, l'idée ça va justement être de la construire au travers de cette commande. Et puis, une fois donc tout est fait, l'image seule sur votre poste, sauf si vous voulez la déployer sur votre poste, ça ne va pas servir à grand chose. Là, il faut qu'on la déploie sur une plateforme. Donc, on va tout simplement venir taguer cette image. Taguer, c'est venir donner un nom, une version, et puis on va la pusher. Donc, on va pousser l'image de notre poste vers le repository à laquelle elle doit justement appartenir. On retrouve du coup les deux images qui nous permettent de le faire. Une fois qu'on a construit notre image, maintenant on va rentrer dans la logique justement de créer nos fameux services. Et ces services, dans le monde de Docker, ça se crée via des fichiers qui s'appellent des composes, où justement on vient composer l'intégralité de notre application au biais des services. On peut l'appeler n'importe comment. L'ancienneté du produit fait que de façon conventionnelle, on l'appelle docker.compose.yaml, mais si vous voulez l'appeler autrement, il n'y a aucun souci, tant que c'est un fichier du coup YAML, avec les instructions en YAML. On va retrouver donc du coup les premières lignes. On précise outre la version du coup la création de nos différents volumes. Un justement pour collecter toute la partie données liée aux métriques Prometheus, un autre pour collecter pour pouvoir stocker toutes les données Grafana. Les volumes sont quelque chose de très important au niveau Docker. Comme je le disais, un conteneur, c'est quelque chose finalement de très fragile. Si vous tuez un conteneur, il est perdu. Vous allez le relancer, mais à l'état de l'image. Vous n'allez jamais pouvoir relancer un conteneur à un état... il est immutable. Donc, il n'y a pas de changement d'état possible. Donc, le seul moyen finalement de pouvoir avoir une garantie, c'est de créer des volumes. Et ces volumes vont permettre tout simplement de pouvoir gérer vos données de façon plus pérenne. Mon conteneur c'est pas grave, j'ai toujours mon volume, je réinstancie mon conteneur, je réinstancie mon image autour du même volume, mais mes données ne sont absolument pas perdues. Il faut aussi le mettre en parallèle, cette gestion de volume, c'est que dans l'idéal aussi, là je fais vraiment un aparté, mais c'est quelque chose de très important à garder en tête, le monde du conteneur, le monde de l'orchestration de conteneurs, c'est pas fait pour stocker des bases de données de 10 Tera. À un moment donné, on est quand même dans une logique d'application dynamique. Moi j'ai eu des choses qui étaient très 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 farfelues. Est-ce que je peux virtualiser un cluster Oracle dans du Docker ? Oui, c'est possible, mais c'est pas fait pour. Donc il faut vraiment garder à l'idée, les gestions de volume sont
voilà, sont vraiment quelque chose de très 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 sensible. On met pas énormément de données. Il y a des services pour ça de données. Il y a des plateformes aussi qui sont disponibles en service. Le conteneur doit être quelque chose, on le rappelle, vraiment de rapide et justement le plus léger possible pour justement s'assurer de continuer à déployer vite. Quand on déploie des chaînes applicatives qui mettent une demi-heure à démarrer sur du conteneur, c'est qu'on s'est trompé de cible. Fallait pas le faire sur du conteneur. On crée donc du coup notre partie réseau. Donc ça, c'est vraiment des composants qui vont justement prendre place au niveau des services, mais ce n'est pas encore les services. On va vraiment interroger Docker et dire voilà, moi je veux 2 volumes et je veux 2 réseaux. Les réseaux, quels sont-elles ? C'est notre partie front-end, c'est vraiment notre partie accès, on va qualifier de public, et puis notre partie back-end, qui elle sera une partie purement privée, et du coup n'aura pas vocation à être exposée. On retrouve enfin une notion qui est assez intéressante, qui est la partie config, qui vous permet justement directement de préciser, je déclare une configuration, et cette configuration, en fait, c'est un fichier, et ce fichier, il est en local sur votre poste, et vous allez pouvoir le pousser sur l'environnement, sur la plateforme, ce qui fait que votre service va pouvoir tout simplement récupérer ce fichier, le lire, et faire tourner votre conteneur dans votre domaine de configuration. Sur la suite de notre compose, on arrive enfin à la partie service. Donc là, on va venir qualifier notre premier, qui est la partie Nginx, la partie vraiment reverse proxy. Et donc, comme on le voit, on reprend en fait dans l'image qu'on a taguée et pushée juste avant. On va utiliser nos réseaux, l'exposition des différents ports. On arrive ensuite sur les autres services, donc sur la partie qui va être propre à Grafana. Donc, pareil, de façon très classique, on va retrouver les images, la gestion des réseaux. Là, on va y adjoindre quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est tout simplement les variables d'environnement. La partie vraiment environnement qu'on va retrouver en bas va permettre justement de pouvoir déployer, enfin tout du moins communiquer dans le contexte de déploiement, des variables qui seront justement exécutées et prises en compte par le service lui-même. On voit également une dépendance, c'est que sur la partie Grafana, on le fait tout simplement dépendre en fait du service Prometheus, parce que avoir un service Grafana qui tourne, si vous n'avez pas de service Prometheus qui tourne, vous aurez une interface mais pas de données. Donc on indique justement cette dépendance ici. Elle n'est pas obligatoire, mais elle va permettre au niveau de l'orchestration et de la gestion du cycle de vie justement des actions un petit peu plus poussées si on le permet. On arrive justement au service Prometheus, donc je vous refais pas le brief complet, mais on va retrouver l'image, les volumes, nos configurations. Et puis, du coup, les 2 derniers qui vont arriver, la partie Node Exporter, qui là est beaucoup plus succincte, parce qu'on est vraiment sur un conteneur qui va être extrêmement léger, qui aura vraiment une empreinte minuscule, ça va être un tout petit composant qui va être instancié sur les machines. Et du coup, notre dernier, la partie CA Advisor, du coup, pareil, qu'on va retrouver. Maintenant qu'on a fait un petit peu l'état, l'architecture, le placement des conteneurs, qu'on a notre Dockerfile, qu'on a pushé notre image, c'est parti, on va du coup déployer notre solution. Là du coup, j'utilise pour le coup un script. Le script en fait va permettre un petit peu de tout faire, il va builder l'image et automatiquement en fait il concentre toutes les opérations qu'on a vues auparavant. Donc c'est vraiment tout bête. Sur un environnement console, vous pouvez totalement appeler Docker à partir d'autres interprétateurs. C'est du coup ce que j'ai fait de façon très simple avec un pauvre script shell qui appelle justement les Docker build, etc. pour faire quelque chose de plus fluide parce que je tape pas très vite. Donc sinon ça n'aurait pas été drôle à regarder. Donc là, on voit justement qu'on récupère l'intégralité des images au fur et à mesure. Et puis du coup, tous nos services finalement se déploient au fur et à mesure. Ce qui est assez intéressant, c'est que on est dans quelque chose qui peut être assez itératif, mais à partir du moment où une stack peut contenir des services, et à partir du moment en fait, où votre service, quelque part, est déployé, sa capacité finalement à continuer à se déployer tout seul, ça fonctionne en autonomie, sauf s'il y a des dépendances. Mais du coup, vous n'allez pas du tout avoir de modèle où vous serez bloqué, j'ai pas mon service tant que j'en ai pas un autre. Tout dépend des architectures évidemment applicatives, mais en tout cas, Docker nativement vous fera pas de problématique là-dessus, et vous pourrez totalement, même si vous avez une chaîne de votre application qui fonctionne pas, vous la mettrez à jour plutôt que de détruire complètement votre stack en fait, tout simplement. En 1 minute 17, on a du coup notre stack de monitoring qui est complète. On voit du coup dans le petit brief, au niveau donc cAdvisor, qu'on est bien présent sur Worker 1, Worker 2, Worker 3. Au niveau de notre état, on est bien, ça tourne.
Donc il n'y a pas de surprise, pas d'erreur. On va retrouver également donc nos nodes exporteurs qui seront présents sur les 3 workers. Et puis donc notre composant Nginx qui sera sur le worker 3, composant Grafana worker 1, et puis le dernier composant du coup Prometheus qui sera sur le worker 2. Donc là-dessus, pas de souci, on a une parité. Je ne l'ai pas précisé, mais en fait au niveau du compose, on peut également mettre ce qu'on appelle des contraintes. Et les contraintes, ça va être justement, j'ai besoin que mon application tourne sur tel ou tel nœud, telle catégorie de nœud. On peut aussi aller plus loin et justement privilégier. Il y a des conteneurs qu'on va quand même être obligé de déployer sur des managers, par exemple, et on va vraiment pouvoir le faire. Et ça, donc, c'est à mettre un petit peu en opposition avec le système de drain qui est mis en œuvre par la plateforme elle-même et qui permet justement finalement d'enlever nativement la capacité à un manager de recueillir des applications. Donc c'est 2 façons quelque part de le faire et d'aboutir au même résultat. Celle-ci est un petit peu plus exclusive ce sera uniquement dans le cadre de ce service qu'on sera concerné. Maintenant qu'on a notre solution qui est déployée, je vous propose tout simplement d'y accéder. Et donc on va arriver à Prometheus. Alors Prometheus, excepté la page de login et notre page de configuration, je vais vous épargner un petit peu le truc parce que c'est quelque chose qui n'est pas très lisible. Voilà, on est vraiment dans des données qui sont poussées, donc il n'y a rien forcément de très intéressant à regarder. C'est pas la partie très jolie. Par contre, ça peut quand même être intéressant, notamment sur la partie juste après, parce que vous allez pouvoir en fait avoir finalement l'état de vos targets. Les targets, ce sont finalement les nœuds sur lesquels vous allez retrouver les composants d'export d'informations qui seront présents. Donc ça peut être intéressant et ça peut être notamment une console à regarder si jamais vous apercevez que votre Grafana est plus à jour depuis 2 heures. Vous avez peut-être un petit souci sur vos targets, en espérant que ce ne soit pas directement sur les nœuds. Du coup, on va se concentrer quand même sur le plus joli et le plus rigolo, c'est la partie Grafana. Maintenant qu'on a toutes nos données, on va se connecter. Et puis, on va venir donc déjà ajouter une data source. Une data source, dans le monde de la visualisation, c'est tout simplement l'endroit où on a nos données. Donc, on va venir ajouter cette source et on va venir justement préciser que c'est notre petit, c'est tout simplement notre base Prometheus. Donc, pour y accéder, comme vous pouvez le voir, en fait, on passe par le nom Monitoring Nginx 19090. Notre reverse proxy va permettre aussi justement de pouvoir exposer Prometheus au travers donc de ce reverse proxy. Et au niveau des noms, vous remarquerez, j'utilise absolument pas de solution de DNS ou de solution de host caché. Il y a une reconnaissance en fait au niveau des services de conteneurs du nom. Donc dès que vous le déployez avec un nom, ce nom en fait sera portable et finalement joignable sur l'intégralité des nœuds. Dans la sphère de votre service, bien entendu, parce qu'il faut quand même sécuriser. Dans le monde Kubernetes, en fait, on a un petit peu la même chose au niveau du principe d'isolation, et je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est ce qu'on appelle les pods. Un pod, c'est une sorte à un moment donné d'entité logique applicative dans lequel justement on va pouvoir, via des logiques de namespace Unix, faire correspondre des noms aux nœuds réellement, enfin aux conteneurs en tout cas qui exécutent le service en question. Du coup, une fois notre data source et ça a fonctionné connecté, et tout simplement, on va venir rajouter des dashboards. Alors, on va passer donc à les configurations. C'est des dashboards communautaires, du coup, c'est que des dashboards publics que vous pouvez trouver. Il y en a une palanquée sur le site de Grafana. Il y en a des très bien faits, il y en a des un petit peu moins bien faits, mais en tout cas, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc c'est vraiment pas mal. Et à partir de ces templates, vous pouvez aussi les customiser, réexporter des templates, donc c'est quelque chose aussi qui peut être utile, plutôt que de se lancer dans la création from scratch d'un template. Ça peut être intéressant. Une fois donc qu'on l'a justement importé, alors là je triche un petit peu parce qu'en réalité j'en ai fait un petit peu plus pour vous montrer justement les données qu'on peut avoir. Donc là on va se retrouver donc avec un premier dashboard, une première collection de métriques un petit peu incomplète parce que j'ai fait mon déploiement un petit peu vite, donc les métriques n'ont pas encore eu le temps d'être générées, d'être stockées. Là, ça y est, on en a un petit peu plus et ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, du coup, on va retrouver tout ce qui peut être justement le load en fonction des nœuds. On va pouvoir retrouver l'utilisation de la mémoire, l'utilisation CPU, et puis donc on a d'autres entrées mais qui ne sont pas forcément renseignées encore sur le dessus. Là, on est vraiment dans une logique complètement customisable. Ces advisors et les nodes exporteurs, de toute façon, vont vous fournir l'intégralité des données dont vous avez besoin. À vous de les faire parler. Après, il n'y a vraiment plus de soucis, c'est que de l'arrangement graphique quelque part.
Et puis un dernier, donc pareil, où on voit un petit peu tout ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir notamment justement la liste des targets. Ça va pouvoir lister les conteneurs. Voilà, on est sur des choses qui après peuvent aussi être un petit peu plus poussées. Je le dis aussi en passant, ça marche très bien sur Kubernetes et ça présente justement des fonctionnalités un petit peu plus avancées, notamment au niveau des pods. Donc c'est quelque chose qui peut être plutôt intéressant quand on cherche justement une solution de monitoring global sur ce type de plateforme. On va arriver du coup à notre deuxième jeu d'application, et ça va être notre application du coup de logging, de centralisation et d'analyse de logs. On l'avait dit tout à l'heure, on a choisi la partie ELK, on va reprendre un petit peu un diagramme. Donc on va reprendre exclusivement nos nœuds workers, et ces nœuds workers, ils vont porter deux composants. Ces composants, ça va être FileBit au niveau des logs et MetricBit pour gérer la métrique. Ça fait un petit peu redondance avec le premier, mais c'est assez intéressant. ELK est capable, depuis quelques temps maintenant, de gérer aussi bien l'aspect métrique que l'aspect fichier. Ça va vraiment être des services, un petit peu comme avant le Node Exporter et le C-Advisor, qui vont être présents sur chacun des nœuds, qui vont collecter des métriques. En revanche, eux, la petite différence, c'est que ces métriques, en fait, il y a un shipper, et ce shipper va venir pousser ces métriques sur deux composants. Alors qu'auparavant, Prometheus, lui, faisait des requêtes qui allaient chercher les données. Et là, on est vraiment dans une logique différente. Les données sont shippées des composants qui les collectent vers les composants pour les stocker. Ces deux composants, Elasticsearch, qui est en fait une solution de stockage d'index, qui est aujourd'hui très reconnue, qui ne sert pas KELK et qui est en fait c'est l'équivalent d'une base de données NoSQL. Donc vous pouvez y stocker tout un tas de choses, des collections, des fichiers, des données texte, et donc c'est quelque chose qui est reconnu par rapport au modèle traditionnel, on va dire, de base de données, parce que c'est quelque chose, comme c'est un index, ça fonctionne excessivement vite. C'est plutôt scalable. Quand vous perdez tout, c'est aussi la grosse catastrophe. C'est pire des fois que des bases de données traditionnelles. Le deuxième outil, c'est Logstash, et lui, en fait, Logstash, il a une action, c'est que il va venir se connecter sur la source, qui est Elasticsearch, là où sont les données. Il va venir parser, donc vraiment mettre en fait justement les bons, enfin, faire en sorte que les choses soient vraiment lisibles et transformer dans la logique de pouvoir justement les exploiter. Et ce qui va les exploiter d'un point de vue visuel, ça va être justement Kibana, et Kibana va être l'interface que vous allez pouvoir voir. Les trois composants, je vous les présente parce que c'est la même société, c'est Elastic qui gère les trois. Il y a plein de possibilités différentes. Vous pouvez enlever Logstash et mettre un autre composant, vous pouvez enlever Kibana et mettre Grafana. Les outils aujourd'hui sont devenus beaucoup plus simples à installer. Le composant de toute façon majeur va vraiment être Elasticsearch. Sur la partie parsing, aujourd'hui, c'est devenu excessivement simple de parser du log. Il y a quelques années, c'était absolument pas le cas et c'était très complexe. Et la partie Kibana, on est sur du dashboard. Donc n'importe quel outil aujourd'hui qui propose du dashboard, il n'y a absolument pas, on n'est pas obligé d'utiliser les trois. Sur, du coup, notre solution, au niveau du placement de service, on retrouve quelque chose qui est relativement similaire à l'autre. Nos nœuds, donc du coup, tous nos services, FileBit, MetricBit, sur l'intégralité des workers. Et puis là, on n'est pas dans une logique, c'est une logique de présentation. Donc on n'est pas dans une logique de cluster. Il n'y a pas de cluster Elasticsearch. Il n'y a pas de réplica non plus au niveau Logstash et Kibana. On les lance quand même en compose. Mais voilà, on fait ça de façon plutôt simple. Le but, c'est de voir un petit peu le potentiel de la solution. On pourra discuter un petit peu plus tard de la façon dont on le déploie justement de façon, on va dire, plus professionnelle entre guillemets. Et avant d'aller plus loin d'ailleurs, je peux vous dire que si vous avez beaucoup de données, ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Un Elasticsearch avec des terras de données en conteneur, on oublie. Ça, c'est bien pour le test. Mais si vous avez besoin de stocker à fond, il faudra penser à architecturer un petit peu différemment et d'avoir une autre infrastructure pour ça, pour pouvoir vous soutenir derrière la charge. Cette fois-ci, pas d'image. On va utiliser que les images constructeurs. Donc ça, c'est chouette, on n'a rien à modifier. On utilise d'office nos images et puis on va venir donc créer notre fameux compose qui va structurer nos services et notre application. On y joint donc toujours nos fichiers de configuration. Donc là, on va voir qu'on crée différentes configurations et on va y joindre en fait les fichiers dont on va avoir besoin pour configurer les différents services. On crée des réseaux. Là, pour le coup, au niveau des réseaux, on crée uniquement un back-end. On n'a pas forcément besoin de créer quelque chose de public et de privé. Donc là, c'est un seul réseau, mais vous pouvez en créer quelque part autant que vous voulez, suivant les topologies d'utilisation que vous avez. Si c'est par exemple une plateforme qui doit communiquer avec d'autres nœuds, ça peut être intéressant de le mettre sur des réseaux, par exemple d'overlay ou de communication avec d'autres plateformes. C'est tout à fait envisageable. On crée donc du coup, comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, notre partie volume pour pouvoir stocker nos datas. Si jamais nos services redémarrent, on n'a pas perdu de données. Ça, c'est quand même important.
Et puis, en rentrant dans le dur, donc on a notre partie Elasticsearch, alors là qui est beaucoup plus fournie parce que vous voyez qu'il y a des éléments quand même, notamment de limitation mémoire, de configuration, qui vont être un petit peu plus poussés. On déclenche un index, donc il y a quand même besoin de lui préciser la mémoire qu'il peut prendre, les limites qu'il peut avoir. Et ça, donc on va venir le préciser justement au contour du compose, où on va justement utiliser ces possibilités de fixer automatiquement nos limites dans le compose. On va retrouver donc les configurations associées. Si on passe au prochain, donc on est sur la partie logstash, donc où pareil, on va passer un certain nombre de variables d'environnement. On voit du coup donc la version précise. Alors pareil, bonne pratique, même si le monde du conteneur est bien et qui permet de tester, l'image de .latest, c'est quelque chose qui vaut mieux éviter parce que vous ne savez jamais vraiment quelle image vous allez télécharger. Et surtout, quand vous êtes dans une logique de rescheduling, vous allez rejouer un compose qui va s'appeler latest. Donc vous pouvez vous retrouver avec des petits trucs sympathiques du genre vous avez dans votre stack des conteneurs d'un service qui tourne en telle version et puis vous redéployez des services à côté, enfin au sein du même service des conteneurs qui vont avoir une autre version. Donc c'est très très bien pour tester. Dans le monde de l'entreprise, on tag, on utilise des versions. Voilà, ça c'est vraiment la petite astuce en plus. Notre mot de passe toujours aussi sécurisé, MeetUp 42 pour tout. Et puis du coup donc notre volume donc il va permettre de pouvoir stocker en fait les pipelines de parsing qui vont intéresser justement Logstash. Notre composant Kibana, donc pareil, vraiment très classique, l'exposition du port, notre réseau, nos configurations, nos variables d'environnement, et puis l'image donc à utiliser. Le dernier, FileBit. Donc pareil, avec donc toutes nos logiques. Alors là, vous voyez par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a des composants au niveau FileBit qui vont intéresser Elasticsearch. Et oui, comme on est dans une logique de chip, c'est le composant lui-même qui va avoir besoin de se connecter à l'index Elasticsearch. Donc il faut lui préciser le login mot de passe. Une petite aparté également, là on le précise en variable d'environnement, mais vous avez la possibilité, Kubernetes, Docker entreprise compris, en fait d'utiliser ce qu'on appelle des secrets. Et ces secrets, vous avez la possibilité de les crypter. Donc quand vous avez des logins mots de passe à communiquer, faites pas ça. Parce que si vous faites ça, que votre truc est public et vous stockez ça sur un GitHub, vous avez quelqu'un qui va pouvoir tout simplement se connecter à votre place. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça fait partie des bonnes pratiques. Et là, on le fait exclusivement dans un but de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Le dernier, donc MetricBit, pour la partie métrique. Et donc on voit notamment, ça c'est assez intéressant, il y a une contrainte en fait de placement et on ne veut que des hosts Linux. Donc ça, on peut installer maintenant sur du Windows, mais ça ne marchera pas. Il faut le savoir. Donc ça, c'est des contraintes. Comme je vous le disais, c'est pas seulement des contraintes de placement d'un point de vue, je veux me mettre sur un manager ou je veux me mettre sur un worker. C'est aussi des contraintes de placement OS. Ça peut aller très très loin. Le placement, c'est quelque chose d'assez puissant du coup sur Docker. Nos volumes. Et puis, c'est tout. On va déployer, du coup, cette stack. Alors là, donc pareil, on va être dans une vue qui va être un petit peu accélérée parce que en tout, là, vous avez donc sur le côté un petit watch qui est lancé qui permet de voir un petit peu le déploiement des stacks. Donc là, déjà, les stacks sont prêtes à être lancées. Ce qui fait que maintenant, elles sont autonomes. Elles vont venir finalement exécuter leur action. Tout ce qui est réseau configuration est déjà créé. Nos fichiers sont déjà poussés et sont sur la plateforme. Là, on a du coup donc un service qui est répliqué une fois, ça nous en fait 3. On va retrouver ensuite 6 autres services, ça nous fait au total 9 services. Et du coup, donc, ces 9 services, comme je vous le disais, il peut y avoir des dépendances. Évidemment, Logstash a besoin de parser des logs, donc il va pouvoir s'exécuter, mais vous n'aurez rien tant que les logs ne sont pas sortis. Et puis, tant que Elasticsearch finalement est là, vos shippers ne pourront pas shipper. Donc, vous n'aurez pas de log à exploiter. Et notre stack, du coup, nos 9 répliques de services sont déployées en 5 minutes top chrono. À partir de là, vous avez votre plateforme du coup, de logging qui est disponible. On va s'y connecter. Donc le premier, Elasticsearch. Alors là, ça va pas être très 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 joli parce qu'on va être sur un côté un peu terminal et on va vérifier en fait que tout va bien. On va se connecter directement à la base. Donc ça, c'est très simple à faire. En fait, Elasticsearch, il y a une API. On va envoyer un petit curl qui va bien où on va mentionner l'API. Et puis là, comme vous pouvez le voir, ça va me donner quelques informations comme le nom de mon cluster, la version que j'utilise, et puis du coup donc le nombre également de nœuds, je crois, qui doit être présent. Et puis donc toujours une petite tagline à la fin. Ça, c'est le délire des développeurs d'Elasticsearch.
Et donc là, de la même façon, donc on va retrouver justement également l'état de santé, et donc on va retrouver en fait ce qu'on appelle les partitions, mais également les shards, du coup côté Elasticsearch. Et donc en gros, ce sont des Elasticsearch, comme c'est un index, ça fonctionne sur la répartition en fait des données selon des algorithmes de placement. Rien n'est aléatoire, et ça vous permet notamment de stocker des données qui sont très souvent consultées à un certain endroit, là où des données qui ne seront pas souvent consultées, elles représenteront par exemple beaucoup moins de shards et ne seront pas nécessairement répliquées. Là, sur la configuration, j'ai laissé tout en standard parce qu'on ne va pas stocker grand-chose. Voilà, on va être sur Elasticsearch qui va peut-être durer 10 minutes, donc il n'y a pas besoin de trop rentrer dans ce détail, mais c'est un outil qui est assez puissant, et ça permet de voir finalement que le déploiement est rapide, mais on a quand même toujours des questions quelque part de configuration qui existent. Notre deuxième partie, du coup, donc Kibana, parce que Logstash, on ne peut pas y accéder. Si je vous le montrais, ce ne serait pas très joli, et c'est uniquement des fichiers de configuration de parsing, donc il n'y a pas grand-chose à voir. On va se connecter, et puis donc, une fois qu'on va se connecter, un petit peu comme sur Grafana tout à l'heure, on va venir rajouter des sources, en fait, tout simplement. Donc là, on voit qu'on a donc tous nos nœuds monitoring qui permettent justement de voir l'état de Kibana, Elasticsearch Logstash, et puis quelques autres données. Et puis donc on va, à la différence du jeu de data qu'on avait tout à l'heure, et ça on s'est tous cassé la tête là-dessus, c'est les index patterns. Sur Kibana, c'est une horreur, ça marche jamais, on n'a jamais le bon nom. Je vous rassure, ça a été super simplifié. Maintenant ça marche vraiment très très bien, c'est très rapide. Et donc tout simplement, nos deux shippers en fait ont créé via Logstash une reconnaissance en fait quelque part d'index. Donc maintenant on est en mesure de les trouver beaucoup plus facilement qu'auparavant. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont testé les premières versions, mais il fallait tout le temps créer quand on suivait le tuto un Kibana.étoile. Il n'a jamais existé chez moi le Kibana.étoile, donc c'était juste un enfer. Aujourd'hui c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple. On peut plus facilement les ajouter, et une fois qu'on les ajoute justement on a des capacités de visualisation et de dashboard qui sont vraiment beaucoup plus simplifiées. Elastic a vraiment fait un boulot remarquable là-dessus. Donc là, on retrouve justement notre structure de fichiers côté FileBit complètement à plat. Donc on retrouve la structure de notre log, et puis donc du coup les différentes métriques de façon vraiment très, très basique et succincte qui sont représentées. On va retrouver la même chose, et donc là j'imagine que ça doit être sur la partie métrique bit. Et puis on a la possibilité d'exploiter justement ces index directement via des dashboards. Donc là, on va retrouver par exemple le nombre de nœuds qui tournent, donc 3. D'ailleurs, j'ai un nœud qui est en pause, c'est pas terrible. Et puis donc je vais retrouver donc mon activité CPU. Ce qui est intéressant dans l'outil, et je pense en particulier par rapport à Grafana, c'est on est sur du log et de la métrique. Donc en fait, ça va vous permettre vraiment de concaténer les informations et d'avoir notamment sur des analyses de root cause ou sur du suivi. Par exemple, je sais pas, vous êtes sur une tendance où vous lancez un produit, c'est quelque chose qui va être assez intéressant parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir une corrélation à la fois entre vos logs, donc que font vos utilisateurs, où ils sont, sur quelle page ils vont, et ça va vous les corréler en fait avec la partie qui est plus infrastructure, si je puis dire, et du coup les corréler avec des données de métriques de consommation RAM, et dans le cas échéant, du coup des conteneurs. Donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et qui, à mon sens, va être un petit peu moins simple à mettre en œuvre qu'un Prometheus Grafana, mais va vraiment vous permettre en fait de pouvoir trouver des routes de cause et d'adresser des choses assez intéressantes. C'est vraiment un outil qui est assez mortel pour ça. Et toutes les possibilités en termes de dashboard sont quasi infinies. On peut faire énormément de choses. Un petit moment maintenant pour apprécier un petit peu le temps que ça nous a pris. Si je reprends l'infrastructure du coup et qu'on a notre petit schéma, on a mis 50 secondes. On va passer au deuxième, la partie Configuration Management avec Ansible. Du coup, on retrouve notre petit diagramme et on a pris 10 minutes. Donc là, ça nous fait un total de même pas 11 minutes pour une plateforme Docker exploitable. Vous pouvez vous y connecter, vous pouvez d'ores et déjà déployer des applications. Si je rajoute à ça, du coup, le fait de monter ma première application qui était une solution de logging, on rajoute 1 minute 17 à la somme. Et puis si on considère le temps pris pour la partie monitoring, celle-ci elle est un petit peu plus longue parce que un petit peu plus complexe, on est à 5 minutes. Donc on est vraiment sur des échelles, on passe plus des heures à déployer, on est vraiment sur des échelles secondes, minutes. Et le plus impressionnant finalement, c'est que l'infrastructure, c'est souvent dans les entreprises ce qui prend le plus de temps à déployer. En infra as code, c'est ce qui prend le moins de temps. Vous vous rendez compte du ratio, vous avez 10 minutes pour monter une plateforme.
entre 1 à 5 minutes pour monter des applications, mais vous avez moins d'une minute pour monter 52 composants infrastructurels. Ça ne doit pas être un problème de livrer vite quelque part, enfin ça ne devrait pas être un problème de livrer vite au niveau de l'infrastructure. Mais le jeu est assez intéressant parce qu'on a toujours l'impression que c'est des composants qui sont très complexes, ils le sont, mais sauf qu'aujourd'hui, grâce notamment au travail qui est fait par les cloud providers ou par d'autres produits, je pense en particulier à OpenStack, vous avez des capacités de déploiement. Il faut juste stacker de la machine derrière, mais de la machine physique quand vous exploitez vos machines, mais quelque part, vous avez la possibilité de provisionner des nœuds de façon quand même extrêmement rapide aujourd'hui. Et ces temps-là, ce serait rien si on les mettait pas un peu, on va un peu rigoler, on va les faire parler avec les temps qu'on observe normalement, quand vous vous demandez une application aujourd'hui à votre infogéreur. Sans surprise, hein, l'infrastructure, vous avez des réseaux à créer. Déjà, c'est pas simple. Vous allez avoir des gens du système qui doivent parler au réseau, et puis des gens qui n'ont pas le droit de faire, donc il faut que ce soit l'ingénieur qui fasse. Donc déjà, de façon, voilà, c'est pas l'idée de casser du sucre naturellement, mais moi j'ai remarqué un petit peu sur différents sujets, différentes entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Grosso modo, vous voulez une infrastructure de cette taille. Je ne parle pas du cadrage, hein, mais je parle vraiment de la partie opération. Si on n'utilise pas ce type d'outil, grosso modo, vous en avez pour une semaine avant que votre plateforme soit complètement livrée et que vous puissiez l'exploiter au niveau de la partie vraiment orchestration, de pouvoir déployer justement votre moteur Docker entreprise dessus. Si je prends la partie Docker entreprise, outre le fait que pas mal de sociétés trouvent encore le produit très exotique et ne sachent pas complètement l'installer, ni l'automatiser, mais ça c'est une parenthèse, c'est pareil, vous allez dans quelque chose qui est plus complexe parce qu'il y a beaucoup de fichiers de configuration, vous avez N configurations, N installations à faire sur X machines, vous avez un ratio d'erreurs qui est monumental. Et vous risquez de faire et refaire et défaire, et là-dessus vous allez quand même engranger une perte de temps. Même ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est très facile. Quand on joue avec 220 instructions différentes, même si on les automatise un petit peu, il reste quand même une part humaine et c'est très facile de faire à un moment donné une petite erreur et cette erreur, elle peut être fatale. Donc moi j'avais estimé, au vu des données que j'ai pu avoir tout au long de ma très très longue carrière, grosso modo il vous faut une semaine de plus. Au moins une semaine de plus bien trempée pour avoir l'URL de votre Docker entreprise, votre DTR hosté avec votre stockage et tout ce qu'il faut côté sécurité. Parce que c'est pas tout d'avoir le truc installé, mais il faut y avoir accès. J'ai déjà eu des cas où il était demandé une livraison très rapide et puis les services de sécurité ou réseau pouvaient bloquer pour X ou X raisons et la plateforme était inatteignable pendant un bon moment et bien plus qu'une semaine. Sur notre partie logging solution, dès lors qu'on va approcher du domaine applicatif, pareil, hein, on n'est pas dans le domaine du conteneur. Là, il va falloir installer directement sur les OS, sur les nœuds, les configurations, les porter, installer les composants. Vous allez prendre grosso modo un jour par composant. Ça va être la norme à niveau égal. C'est-à-dire que vous n'aurez pas quelque chose de plus abouti, vous n'aurez pas quelque chose de moins abouti. Mais en tout cas, ne serait-ce que l'installation des composants, le fait de les faire communiquer, que ça fonctionne, vous allez avoir quelque chose qui va être long. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que votre application, elle repose sur Docker Entreprise, et Docker Entreprise repose sur l'infrastructure. Mais rien ne vous dit dans une application à la main que ce soit les mêmes services qui vous fassent l'intégralité de la chaîne, et rien ne vous dit non plus quand vous arrivez à installer votre logging solution que vous n'avez pas un souci sous-jacent d'autorisation Docker Entreprise, ou un souci au niveau d'autres infrastructures qui vous obligent à faire des allers-retours. Je pense en particulier à des ouvertures de flux, des noms DNS qui ne seraient pas forcément mis. C'est des choses qui sont assez habituelles. L'avantage, c'est quand on gère des fichiers par configuration, la configuration, elle y est. Donc tout le monde a mis ce qu'il devait mettre dans son fichier de configuration. À partir du moment où l'infra est déployée, normalement, il n'y a pas d'erreur. Normalement. On le verra, c'est pas forcément si simple non plus. Et du coup, donc, sur la partie monitoring, c'est pareil, on n'est pas un jour en composant. Donc si on met rapidement, même si les données, les jours, on peut toujours rentrer en best effort, faire plus vite. Mais en tout cas, vous rentrez dans la moyenne des délais constatés. Au-dessus, vous avez moins de 20 minutes pour déployer. Et là, vous avez 1 mois pour déployer. Donc le ratio, il est juste phénoménal. Et on est sur quelque chose qui est vraiment assez hallucinant sur le gain en termes de vitesse de déploiement. Tout ça, évidemment, ça va avoir aussi des choses positives. Hein. Le temps, on l'a dit. Donc, à droite, pour que la petite colonne verte soit visible, j'ai été obligé de la mettre en minutes, parce que sinon, on ne la voyait pas du tout. Donc, j'ai repris tout simplement les données moyennes qui sont observées sur les graphiques juste avant. On voit déjà, même si l'échelle est 60 fois minimum, la différence existe. Hein. Elle est quand même bel et bien là. Le potentiel de réutabilité, quand vous avez une infrastructure qui est faite au niveau traditionnel, c'est bête à dire, mais vous ne pouvez pas la réutiliser. Elle a été déployée une fois,
peut-être que vous pouvez réutiliser certaines choses, certaines habitudes, mais enfin, par définition, vous ne l'avez pas déployé, cette infrastructure, via une structure code, donc il va falloir remettre de l'huile de coude si vous voulez en déployer une ou remettre des nœuds. Une fois que vous avez vos templates d'infrastructure, vos templates de configuration management et vos templates Docker, vous pouvez les réutiliser quand vous voulez. Et vous pouvez également les modifier. C'est pas parce que vous allez utiliser par exemple un service qui sera dans une autre version ou qui sera un petit peu différent au niveau de l'architecture que vous ne pouvez pas réutiliser les composants que vous avez déjà créés avant ou que des membres de votre équipe ont déjà réutilisés avant, ou de la communauté également. Enfin, c'est l'élimination des erreurs humaines. Si on concatène le nombre de tâches, on a 52 tâches au niveau infrastructure, 220 tâches au niveau configuration management, et on a pas loin de, on l'avait vu, 9 services sur le dernier à lancer, et le précédent doit prendre aux alentours de 6 ou 7 services également. Donc on se rend compte que si on globalise un petit peu tout ça, ça fait beaucoup de chances de se planter quand même. Là où le code, lui, finalement, une fois qu'il est bien fait, bien entendu, il se plantera jamais. Il faut juste bien se concentrer dessus. Mais comme je vous le disais, c'est pas magique et tout ça, ça fonctionne, mais il faut quand même garder à l'esprit certaines choses. La première, c'est que on pense souvent que justement l'infra-as-code, le configuration management, ça permet d'enlever justement les intervenants. On n'a plus besoin de passer par l'ingé réseau pour créer une exposition de port. On n'a plus besoin de passer par le sysadmin pour faire une configuration d'un disque. Ouais, mais pour autant, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit consulté. C'est sur la phase de déploiement que vous allez avoir un gain, mais en aucun cas sur la phase de cadrage et de pré-réalisation technique. Donc il faudra toujours finalement considérer à bien discuter avec tout le monde, à bien se mettre d'accord et à ce que tous les parties prenantes du projet soient là pour y participer et créer justement nos ossatures de développement. Au sens plus large, c'est ce que je viens de vous dire, c'est une définition du DevOps. Le DevOps, c'est pas de l'outil. Le DevOps, c'est aussi une façon de faire, une façon de s'organiser, justement pour faire ensemble que ça s'enchaîne, que ça s'emboîte plutôt bien. Ensuite, pareil, ça rejoint exactement ce que je vous disais. Oui, on déploie vite, mais enfin, il faut quand même créer les fichiers, il faut réfléchir, il faut architecturer. Moi, plein de fois, j'ai entendu, alors ça m'a fait très mal au cœur parce que je suis moi-même architecte, donc quand on me dit avec l'infra-as-code on n'a plus besoin d'architecte, je pleure, je suis pas content. Et je pense que j'ai des raisons de l'être parce que non, c'est pas parce qu'on gagne du temps qu'on n'a pas besoin des ressources. Et chacun garde son poste. C'est juste qu'aujourd'hui, plutôt que ces personnes pensent et exécutent sur des matrices où on va forcément se perdre, ils pensent, ils créent ensemble un fichier et ensuite on déploie le fichier. Et là on gagne du temps et on peut le réutiliser. Voilà, il n'y a pas de magie. Et évidemment, de toute façon, le mieux et le plus vite on se prépare quelque part et le plus vite on est amené aussi à déployer plus rapidement. Et mieux, c'est important. Vite c'est bien, mais vite et bien c'est encore mieux. Et puis, parce que c'est aussi le DevOps, parce que c'est nouveau, ça nous amène aussi à reconsidérer un petit peu le management. Les strates managériales, c'est quelque chose de très important. Coucou, j'ai un problème sur ma plateforme, le port 90 n'est pas exposé. S'il faut vous taper 4 niveaux managériales pour faire une escalade, pour ouvrir un port dans l'équipe d'à côté, non, à un moment donné, tous ces process arrivent aussi quelque part avec la nécessité d'arriver quand même un peu à fluidifier. Ça ne veut pas dire que c'est la fête, ça ne veut pas dire qu'on ouvre tout, mais ça veut dire dans tous les cas qu'il faut quand même considérer finalement à rendre au moins disponible sur l'échelle d'un déploiement applicatif ou d'un déploiement d'infra, à mettre à côté finalement les ressources qui ont besoin des unes des autres. C'est l'agilité. C'est Scrum. On parle beaucoup de Scrum en ce moment, on l'utilise très mal, mais le fait justement si on fait du Scrum pour revenir sur un modèle cycle en V, c'est un petit peu dommage. Le but justement de ce type de méthodologie, outre la productivité à outrance, je vous l'accorde, c'est aussi à un moment donné de pouvoir mettre les compétences nécessaires ensemble, en même temps, pour aussi viabiliser de la vitesse. Il n'y a pas que l'outil qui va s'occuper de ça. Et c'est ça, voilà, il n'y a pas d'outil. C'est pas l'outil qui fait tout. L'outil, là, tout le travail, du coup, là, ces démonstrations que vous avez vues demandent du temps, de l'adaptation, des tests. Tout ne marche pas du premier coup non plus. Donc, il faut quand même toujours, pareil, voilà, on se passe de l'outil. Enfin, on a besoin de l'outil pour accélérer, pour aller vite, mais il y a quand même toujours énormément besoin de matière grise, parce que c'est vous qui pilotez derrière, c'est pas la machine. C'est terminé. Du coup, j'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi. Ça a été vraiment un plaisir d'une part de le préparer. J'étais vraiment très 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 content et très excité à l'idée de venir justement vous présenter tout ça ce soir. Je suis très content aussi que vous soyez aussi nombreux. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça utile. Et puis je vous propose maintenant de laisser place aux questions.
arrivées, tout est d'accord. Bon. Je laisse balancer. Bon. Je vous dis ça, mais c'est pas du tout dans l'idée d'esquiver vos questions, mais les pizzas sont arrivées, donc si vous voulez manger chaud, enfin. Il y a quand même quelques questions. Bah oui, bien sûr. Alors, qui c'est qui gère du coup le lancement du... On a un super micro connecté. Ah non, non, tu sais, je suis très mauvais au basket, j'adore ça, mais je suis pas bon. Qui veut lancer pour moi? Alors, moi je vais me déplacer pour le lancer, je préfère. Je vais pas prendre de risques. Ah bah super. Non mais jetez-le, hein, ça marche bien. Ouais, mais j'ose pas. Vous pouvez. Merci. Du coup, les technos que vous avez présentés, pour les maîtriser, vous pensez que ça prend à peu près combien de temps? Pour les maîtriser, il n'y a pas vraiment de notion en fait de maîtriser une techno en particulier. Pour moi, il faut maîtriser en fait un domaine d'application. Là, les technologies, je ne vais pas le mentir, c'est des technologies que j'aime bien. Maintenant, je les connais pas par cœur. Aujourd'hui, justement, je profite du fait que la communauté aujourd'hui soit très présente. On n'a jamais, je pense, eu quelque chose d'aussi florissant dans la communauté open source qu'aujourd'hui. Maîtriser tout un outil, non. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on va, comment on y va, et avec qui. Et une fois qu'on a ces questions-là, finalement, là, par exemple, moi, il y a plein de choses sur cette présentation que je ne savais pas forcément faire. La notion, par exemple, je me suis cassé la tête sur la notion d'inventaire automatique d'Ansible, parce que on découvre, en se cassant un petit peu les dents, que ce n'est pas compatible avec telle ou telle fonction. Donc il n'y a vraiment pas de... Voilà, pour moi, il ne faut pas maîtriser les composants, il faut juste savoir que ça existe. Et puis, il ne faut pas être trop sectaire d'un point de vue technologique non plus, et se dire que demain, si ce n'est pas Terraform, mais que c'est Salt, que c'est Salt ou un autre outil, on sait faire aussi, on sait s'adapter. Pour moi, la maîtrise du concept est plus intéressante finalement que réellement le côté réalisation technique. Il faut savoir en plus, du coup, par rapport à ta question, que tous les outils en fait changent vraiment beaucoup. Là, on est par exemple sur Terraform. Terraform utilise l'API et donc va vraiment se mettre à jour très, très régulièrement. Non, c'était plutôt pour avoir un ordre d'idée. Si c'est quelques semaines, quelques mois. Toi, combien de temps ça t'a pris, par exemple? Là, pour la réalisation par exemple, là, de toute la partie démo, en gros, il faut compter à peu près un mois de travail, en tout, au total. Donc, sachant qu'après, toute la partie, si tu veux, architecture, elle était déjà dans ma tête, parce que c'est une architecture que je connais très bien. Donc, la partie Terraform, le design a vraiment été très facile. Je pense qu'en tout et pour tout, sur une notion vraiment de POC, quand on est à peu près sur cette échelle, sur cette dimension, en étant en équipe et en débutant un petit peu, si on est bien organisé, je pense qu'en l'échelle d'un mois ou deux, on peut déjà commencer vraiment à délivrer du POC. Le but étant, ça rejoint de toute façon exactement l'idée, c'est que tu vas prendre du temps à préparer, mais par contre, une fois que c'est prêt, tu peux réutiliser tellement de fois que c'est vraiment là où est l'avantage du sujet. Petite question par rapport aux slides et aux différents fichiers de configuration qui ont été présentés ce soir. Est-ce qu'il y a moyen d'y accéder sur un GitHub, Ouais, c'est des fichiers qui sont sur mon GitHub. Il y a mon nom qui est apparu tout à l'heure, enfin mon petit pseudonyme, c'est Eggmuffin. Donc voilà, je suis Eggmuffin sur GitHub. Maintenant, vous le savez tous, c'est ridicule, mais j'aime bien. Et du coup, il n'y a pas de souci, c'est vraiment public. Il n'y a pas de données, d'entreprise. Quand il y a des données de mots de passe, c'est des mots de passe juste de test. Hein. Donc bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Et d'ailleurs, moi, ça fait un petit moment maintenant que je travaille justement sur en particulier sur la partie Docker Entreprise, sur le déploiement de Docker Entreprise, justement sur différents cloud providers. Du coup, ça m'a amené justement à réfléchir un peu à Terraform. Et là, j'ai fait la partie AWS. Il me reste encore pas mal de trucs à faire. Mais du coup, bien sûr, mon GitHub est accessible et ça me ferait très plaisir qu'il y ait des contributeurs parmi vous. Ok, merci. Oui. Et puis du coup, je vous rappellerai quand même mon GitHub. Vous pourrez vous connecter à Eggmuffin très rapidement. Vous recevrez un mail du coup avec toutes les informations. Bonsoir. Petite question. Pourquoi avoir choisi de multiplier les solutions de monitoring, en fait, une pour la centralisation des logs et une pour les métriques, alors qu'elles pourraient très bien être centralisées au sein du stack ELK, par exemple? Oui, exactement, tout à fait. L'idée, en fait, quand je me suis posé la question, je me suis dit que j'allais avoir une population qui était une population technique, et que cette population technique allait se poser la question justement de savoir quelle solution utiliser.
Et je me suis dit, j'adore ULK, mais je vais pas être trop sectaire. Et je connaissais pas Prometheus et Grafana. Ça faisait longtemps qu'on m'en parlait, donc j'ai voulu essayer. Et je me suis dit que c'était sympa. Alors pour moi, c'est vrai que tu as parfaitement raison. Je te rejoins. C'est presque deux choses pour faire la même chose. Mais ELK a quand même une complexité et aussi un potentiel que n'a pas forcément Prometheus et Grafana. Du coup, je trouve que les deux finalement peuvent, bon, ça fait toujours plus de monitoring ou de système de log, et je partage complètement ton avis, je suis pour la centralisation des services, mais je trouvais qu'il y avait quand même une petite différence où finalement, quand on voulait juste avoir un monitoring relativement succinct, Grafana Prometheus, ça marche bien. Quand on a envie un petit peu de s'embêter et de chercher, je trouvais que LK était quand même plutôt pas mal, plutôt sympathique, mais plus complexe. Merci. De rien. Oui, dans la configuration du Docker Compose sur le metric bit et le file bit, j'ai vu que tu montais la socket Docker en lecture-écriture et je comprends pourquoi c'est fait en fait. Mais si, c'est le fameux mode privilégié. C'est-à-dire qu'en fait, de base, un conteneur en fait n'est pas comme il tourne. On va pas rester dans le domaine de l'orchestration, on va vraiment rester sur la partie Docker Engine. Et en fait, ce service, il est conteneurisé. Et pour qu'un conteneur puisse accéder en fait à des métriques ou à des données d'un autre conteneur, il faut finalement qu'il puisse avoir des droits au niveau du socket, au niveau privilégié. C'est la raison pour laquelle en fait on le fait. Alors il faut faire attention parce que le fait de lancer des conteneurs ou des services de façon privilégiée, c'est très répandu. On a tendance à le faire à tort et à travers. Il faut le faire, c'est important. Et par contre, il faut quand même bien en mesurer l'impact et il faut vraiment bien veiller aussi à la chaîne de sécurité autour de ces services. En particulier sur le maintien à jour des images ou des choses comme ça. Okay. Comme le disait Johan, j'ai l'impression que les pizzas parlent. Vous avez tous... Et alors, soit Non, je crois pas qu'il y ait de pizza vegan. Je suis pas sûr, mais peut-être. À voir. Bon, un grand merci encore à tous en tout cas. Un grand merci. C'était très, très sympathique de faire ça avec vous.